Ryo était un adolescent ordinaire qui s'est fait renverser par un camion et a été réincarné dans un monde rempli de magie. Il a obtenu la capacité d'utiliser la magie de l'eau et ne voulait que vivre une vie paisible tout seul. Mais il devient bientôt le mage le plus puissant du monde entier sans même s'en rendre compte. Ryo, un garçon de 15 ans, se retrouve soudain dans un endroit blanc étrange, et alors qu'il se demande ce qui se passe, un grand blond arrive là-bas, lui disant qu'il est mort. Ryo se souvient soudain s'être fait sauter par Truck-kun et demande au blond s'il est Dieu. Il répond qu'il est plutôt un ange qui est là pour l'envoyer dans un autre monde. Ryo n'arrive pas à croire qu'il va être réincarné, et l'ange lui dit qu'il peut vivre comme il le souhaite dans sa prochaine vie. Eh bien, Ryo est un gars cool, et il veut juste vivre une vie lente et paisible. L'ange n'a aucun problème avec son choix et dit à Ryo que le monde dans lequel il sera envoyé a de la magie, et environ 20% des humains peuvent lancer des sorts. Ryo a un talent pour la magie de l'eau, et l'ange lui dit qu'il sera déposé dans une maison au milieu d'une forêt parce qu'il a choisi de vivre une vie lente. Il y aura assez de nourriture pour lui pendant 2 mois, et il y aura une barrière invisible qui empêchera les monstres de l'approcher. Bientôt, Ryo se réveille dans la maison au milieu de la forêt, et il se dirige immédiatement à l'extérieur pour tester ses nouvelles capacités magiques. Il vérifie sa maison, qui a de la viande congelée dans une pièce froide et un bain vide. Il y a un couteau et 2 livres pour débutants sur la table qui lui parlent des monstres et des plantes de la région. Après cela, il retourne à l'extérieur et expérimente la magie, découvrant qu'il peut créer de l'eau juste en l'imaginant et qu'il n'a pas besoin de chanter de sorts. Il veut prendre un bain chaud mais ne peut créer que de l'eau à température ambiante, alors il décide d'allumer un feu à la place. Il passe en mode homme des cavernes et essaie de créer du feu en frottant des bâtons ensemble, mais il n'a pas les compétences ou la force nécessaires pour cela. Il abandonne, mais ensuite il a l'idée d'utiliser la lumière du soleil pour créer du feu à la place. Pour cela, il décide de créer une lentille en utilisant de la glace, imaginant que des molécules d'eau individuelles se lient ensemble alors que la chaleur leur est volée, et finit par réussir à geler l'eau. Il sculpte ensuite la glace en une sphère et l'utilise comme lentille pour allumer un feu. Grâce à cela, il peut profiter d'un bain chaud la nuit, et il réalise qu'il peut créer de l'eau chaude directement s'il applique simplement les principes de la science moderne à la magie. Le lendemain, alors qu'il prend de la viande séchée pour le petit déjeuner, Ryo pense qu'il doit augmenter sa puissance offensive parce qu'il devra chasser des monstres une fois qu'il aura épuisé sa réserve de nourriture. Il commence par s'entraîner à tirer une boule d'eau sur un arbre. Même s'il peut toucher sa cible dès la première tentative, cela ne fait aucun dégât. Il n'est pas découragé par cela et décide de tirer un jet d'eau à haute pression parce que cela aura assez de puissance. Cependant, il ne peut pas mettre assez de force dans le jet d'eau pour atteindre l'arbre, et on dirait juste qu'il pisse de sa main. Ryo a envie d'abandonner, mais ensuite il se souvient que l'ange lui a dit que la clé pour utiliser la magie est son imagination, et qu'il ne peut s'améliorer qu'avec une pratique régulière. Alors Ryo continue de s'entraîner à tirer un jet d'eau jusqu'à ce qu'il puisse toucher l'arbre de manière constante. Et la nuit, il est capable de générer de l'eau chaude directement. Le lendemain, il essaie de créer des cristaux de glace à partir de rien parce qu'il a toujours rêvé d'utiliser le sort de lance de glaçon. Cependant, tirer un glaçon est encore plus difficile que tirer de l'eau. Mais Ryo continue de s'entraîner avec cela ainsi qu'avec ses autres variations de magie de l'eau. Les jours passent, et il devient plus habile à utiliser l'eau et la glace, et un jour, il décide de se diriger dans la forêt pour chasser de la nourriture. Il explore la belle forêt et décide de cueillir des herbes et de rentrer, mais juste à ce moment-là, il remarque un sanglier en colère qui le regarde. Ryo se fiche de terreur alors que le sanglier charge vers lui, et il parvient à peine à l'éviter au dernier moment. Le sanglier abat simplement un arbre, et Ryo rassemble son courage pour riposter. Il recouvre le sol devant le sanglier d'une couche de glace, le faisant glisser. Alors que le sanglier glisse vers lui très vite, Ryo crée plusieurs glaçons pointus pointés vers lui à la fin de la piste. Le sanglier frappe les glaçons à pleine vitesse et meurt immédiatement après avoir été transformé en passoire. Ryo n'arrive pas à croire qu'il a gagné, et la nuit, il vérifie son livre sur les monstres pour découvrir que les sangliers sont le type de monstre le plus faible. Il remarque ensuite que même si le livre parle de monstres de niveau débutant, il y a 2 entrées spéciales à la fin. La première concerne les dragons, qui sont assez puissants pour brûler des villes entières facilement, et si on en repère un, il faut immédiatement s'enfuir. La deuxième page concerne les démons, qui sont des êtres d'origine inconnue, et le livre dit simplement à tout le monde de prier pour ne jamais rencontrer un démon parce que cela signifie un game over instantané. Ryo réalise que le monde est trop grand, et qu'il doit devenir plus fort rapidement, alors le lendemain, il abandonne ses vêtements pour passer en mode Tarzan et s'aventure à nouveau dans la forêt. Cette fois, un faucon assassin l'attaque, et il évite de justesse sa première attaque. L'énorme oiseau envoie ensuite des slashes de vent invisibles vers lui, et Ryo réalise que ce monstre est bien au-dessus de son niveau. Il s'enfuit, créant des blocs de glace derrière son dos pour bloquer les slashes de vent, puis tire des jets d'eau sur l'oiseau. Le faucon assassin esquive tout et charge ensuite vers Ryo à pleine vitesse, mais il crée un mur de glace au dernier moment, bloquant son attaque. L'oiseau perd un de ses yeux à cause de la collision, et il décide de battre en retraite cette fois,
ce qui soulage grandement Rio. Cependant, alors qu'il fuyait le faucon, Rio a perdu son sens de l'orientation. Alors qu'il essaie d'atteindre sa maison, il trouve soudain un lac brillant avec un chevalier sans tête debout à la surface de l'eau avec un cheval sans tête. Rio est stupéfait de voir cela, et ensuite le chevalier sans tête tourne son attention vers lui. Heureusement, il rentre chez lui indemne et continue d'explorer la forêt après cela, combattant des monstres plus forts et maîtrisant sa magie d'attaque. La nuit, il retourne au lac, où le chevalier sans tête l'attend. Rio n'a rien trouvé sur les cavaliers sans tête ou les Dulaans dans le livre, et il se demande si c'est parce que ce sont des monstres de haut niveau ou s'ils ne sont pas considérés comme des monstres du tout. Cependant, rien de tout cela n'a d'importance parce qu'il est là pour s'entraîner contre lui. Rio attaque le chevalier sans tête avec une épée en glace, mais il n'arrive pas à porter un seul coup. Il continue de recevoir des coups mais les bloque tous avec un bouclier de glace. Il finit par s'épuiser et tombe au sol, mais le chevalier sans tête ne l'attaque pas parce qu'il est en train de l'entraîner. Alors qu'il se relève, le chevalier sans tête s'approche de lui en tenant un petit couteau de cristal. Le chevalier recouvre le couteau d'eau et le gèle, le transformant en une épée de glace. Il donne l'épée à Rio, qui réalise que le chevalier sans tête lui demande de maîtriser cette technique. Peu de temps après, Rio tombe sur le faucon assassin qu'il a combattu plus tôt, mais cette fois, il a évolué en une version plus forte de lui-même, mais a aussi perdu toutes ses plumes. Le faucon évolué envoie des slashs de vent vers Rio, qui crée des murs de glace pour les bloquer instantanément. Il parvient à peine à éviter les attaques qui déchirent ses boucliers parce qu'elles sont beaucoup plus fortes que la dernière fois. Rio est obligé de s'enfuir, et il ne peut que bloquer les attaques du faucon. Le faucon accélère soudainement vers lui, et Rio arrête d'une manière ou d'une autre son attaque en empilant plusieurs boucliers de glace devant lui. Il essaie de frapper le faucon avec des glaçons, mais cela ne fonctionne pas non plus, et ensuite le faucon utilise une attaque sonique pour annuler immédiatement ses boucliers de glace. Rio réalise qu'il est dans le pétrin maintenant, mais ensuite le faucon le choque à la fois figurativement et littéralement en l'attaquant avec un éclair. Le monstre plonge vers lui pour en finir, mais Rio parvient à sortir son épée de cristal et apparaît son attaque. Il peut même trancher les attaques de vent invisible envoyées par l'oiseau, et quand il plonge à nouveau vers lui, il parvient à le poignarder à travers la poitrine. Le faucon tombe au sol, et Rio s'approche de lui, réalisant qu'il vient de rencontrer le monstre 2 fois, mais qu'ils ont développé un lien très fort. Il remercie le faucon de l'avoir motivé à devenir plus fort et retire ensuite l'épée pour le laisser mourir paisiblement. Rio commence ensuite à rentrer chez lui, mais ensuite, à sa surprise, un dragon arrive là. Il pense que ce sera son dernier jour dans ce monde, mais étonnamment, le dragon commence à lui parler par télépathie. Le dragon lui demande s'il a vu un faucon noir, et Rio panique, pensant qu'il a peut-être tué le serviteur du dragon. Heureusement, le dragon semble assez cool à ce sujet et complimente même Rio pour son exploit. Il souligne ensuite que l'arme que Rio porte est assez rare parce que c'est l'épée du roi des fées. Rio n'arrive pas à y croire, et il décide d'en apprendre plus sur le monde auprès du dragon amical, qui se présente comme Luan. Il parle toute la journée, mais le soir, le dragon est appelé chez lui, et il dit à Rio qu'il pourrait se revoir un jour. D'un autre côté, l'ange découvre soudain qu'il a manqué certains détails dans le statut de Rio. Il s'avère que Rio est la deuxième personne en 10 000 ans de carrière de l'ange à avoir un trait caché, et son trait caché s'appelle jeunesse éternelle. Quelques semaines plus tard, Rio commence à avoir envie de fruits de mer, alors il se rend à la plage, mais il est choqué de trouver un naufrage là-bas. Il trouve rapidement un homme près du navire, et en l'examinant de près, Rio constate qu'il n'est plus en vie. Soudain, il entend un homme gémir, et ses yeux s'illuminent parce que c'est le premier humain qu'il a rencontré depuis son arrivée dans ce monde. L'homme, nommé Abel, a des flashbacks d'un monstre pieuvre géant attaquant son navire pendant une tempête, ce qui l'a fait tomber dans l'océan, mais quand il ouvre les yeux, il se retrouve dans la maison de Rio. Il réalise qu'il s'en est sorti sain et sauf d'une manière ou d'une autre et commence immédiatement à chercher les autres. Alors qu'il quitte la maison, il est encore plus confus parce qu'il n'a aucune idée d'où est cet endroit, et juste à ce moment-là, Rio s'approche de lui par derrière. Abel est choqué parce que, bien qu'il soit un guerrier assez compétent, il n'a pas pu sentir Rio arriver. Il est aussi choqué par son sens vestimentaire mais décide d'être poli et de ne pas en parler tout de suite. Abel se présente à Rio et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Rio répond qu'il n'a pu sauver que lui, et que tous les autres étaient déjà morts quand il les a trouvés. Abel lui dit de ne pas s'inquiéter pour ces gars parce que c'étaient des contrebandiers, mais avant qu'il ne puisse élaborer, son estomac commence à gronder. Rio lui dit qu'ils peuvent parler pendant un repas et l'emmène à l'intérieur, où Abel, curieux, aborde rapidement le sujet de ses vêtements. Rio lui dit qu'il n'a pas d'autres vêtements et pas de tissu pour en créer de nouveaux, et Abel lui dit d'en acheter. Il s'arrête immédiatement, pensant que Rio doit être trop pauvre pour s'acheter des vêtements, mais Rio atténue sa culpabilité en lui disant qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vivent dans cette région à part lui. Abel demande ensuite à Rio s'il chasse pour se nourrir, et il confirme. Ensuite, il lui demande s'il utilise le couteau pour cela,
mais Rio montre sa magie de l'eau, disant qu'il fait la plupart de sa chasse en utilisant la magie. Abel est impressionné parce que seule la moitié des gens dans le monde peuvent utiliser la magie, et il fait partie de l'autre moitié qui ne peut pas. C'est une nouvelle surprenante pour Rio parce que l'ange lui a dit que seulement 20% des gens peuvent utiliser la magie. Quoi qu'il en soit, Abel lui demande de l'emmener au rivage parce qu'il a besoin de vérifier quelque chose. En chemin, il dit à Rio de le laisser prendre les devants s'il rencontre un quelconque danger. Rio répond que ce n'est pas nécessaire, mais Abel insiste parce qu'il ne veut pas être celui qui est sauvé tout le temps. Rio le laisse faire comme il veut, et ils atteignent bientôt le navire brisé, où tous les corps ont disparu. Abel pense que soit les monstres, soit la mer les a pris, et il remercie Rio de l'avoir secouru parce que sinon, il aurait fait face à la même situation. Abel dit ensuite qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, et pour l'instant, il veut retrouver ses amis. Mais la tempête a envoyé le navire loin au sud, et il n'a aucune idée de la direction qu'il doit suivre maintenant. Il a soudain une idée et demande à Rio s'il aimerait venir avec lui. Rio est choqué d'entendre cela, et Abel dit qu'il pourrait utiliser son aide pour retrouver son chemin et ensuite lui trouver un travail qui lui permettra de vivre dans de meilleures conditions. Rio réfléchit à son offre pendant un moment, et à la fin, il décide de devenir le guide d'Abel pour retourner en ville. Ce soir-là, il regarde son jardin qu'il a cultivé avec beaucoup d'efforts, et il est un peu triste à l'idée de tout laisser derrière lui. La nuit, il dit à Abel qu'il sort pour dire au revoir à quelqu'un. Et même si le chevalier est curieux à propos de cette personne, il décide de ne pas s'immiscer dans l'affaire. Pendant ce temps, Rio se dirige vers le lac pour voir le chevalier sans tête et l'informer qu'il quittera la forêt pendant longtemps. Il remercie le chevalier de lui avoir appris à se battre et sort ensuite son couteau, disant qu'il se battra encore plus fort ce soir. Le chevalier sans tête tire également son épée, et ensuite Rio charge vers lui, le repoussant avec ses frappes incessantes. Après un long et dur combat, Rio est épuisé, et le chevalier retourne au lac. Rio le remercie une fois de plus, et le chevalier reste silencieux. Cependant, dès qu'il atteint sa position, il se retourne et invoque une armure magique depuis l'eau comme cadeau d'adieu. Rio est ému en recevant l'armure, et il remercie encore une fois le chevalier sans tête avant de rentrer chez lui. Le lendemain matin, Rio et Abel se préparent à partir pour leur voyage, et Rio commence à se sentir nostalgique de quitter l'endroit où il a passé tant de temps. Bientôt, il tombe sur un sanglier sauvage dans la forêt, et Abel lui demande de le laisser s'en occuper. Il se précipite vers le sanglier avec son épée tirée et utilise ensuite une compétence de combat pour transformer le pauvre animal en dos nu. Rio est étonné et demande « Qu'est-ce que les compétences de combat ?» Et Abel explique que les gens qui se battent avec des armes utilisent des compétences de combat. Ils campent dans un arbre creux la nuit, et le lendemain, ils reprennent leur voyage à travers la forêt. Ils tombent sur des hommes lézards dans un marais, et Abel décide de changer d'itinéraire au lieu de les affronter parce qu'ils sont assez forts. Cependant, Rio peut sentir que les hommes lézards les suivent même après avoir changé de chemin, et Abel se prépare à les combattre. Rio lui dit qu'ils sont trop nombreux, et qu'il utilisera sa magie pour se battre aussi. Abel pense que Rio ne pourra pas se battre sans son bâton, mais il est choqué quand Rio élimine 4 hommes lézards avec ses lances de glaçons. Après la fin du combat, Abel interroge Rio sur le sort qu'il vient d'utiliser. Il répond que c'est juste la lance de glaçons normale, mais Abel lui dit que ses amis mages du vent ne peuvent lancer qu'une attaque à la fois quand ils utilisent la magie, mais qu'il a invoqué 4 lances de glaçons en même temps. Rio lui dit que ça doit être un problème de la magie du vent parce que c'est assez normal pour la magie de l'eau. Abel décide de ne pas trop y penser et dit qu'ils devraient continuer leur voyage, mais avant cela, Rio crée 2 verres en utilisant de la glace et invoque de l'eau dedans. Abel remarque qu'il a utilisé une incantation différente cette fois, et Rio couvre en disant qu'il a du mal à entendre la dernière fois. Après cela, Abel donne une pièce à Rio, et il dit avec excitation que c'est la première fois qu'il voit de l'argent. Abel est abasourdi parce qu'il a toujours pensé que Rio était pauvre, mais il ne l'avait jamais imaginé aussi pauvre. Il commence ensuite à dire à Rio qu'il y a 3 grands pays dans les plaines centrales qui comprennent le royaume de Nightly, l'Empire de Bi et la Fédération Andle. Rio commence à critiquer l'Empire de Bi parce qu'il n'aime pas le nom, et pendant qu'il continue de parler de ce nom stupide, ils atteignent une vaste clairière. Soudain, il remarque une pierre près d'eux bouger toute seule, et Abel la tranche rapidement en 2. Rio met aussi un bouclier d'eau pour bloquer les pierres qui foncent vers eux, et Abel réalise qu'ils viennent de marcher dans un nid de golems de pierre. Rio demande si les golems ne sont pas plus humanoïdes en forme, mais Abel décide de s'occuper d'eux avant de répondre à la question. Il se précipite vers le golem le plus proche et perce un trou à travers lui, mais le golem répare rapidement la blessure et commence à l'attaquer. Abel bat en retraite, disant que leurs attaques ne seront pas efficaces sur les golems, mais ensuite Rio a une idée. Il crée un énorme cube de glace dans les airs et le laisse tomber sur les golems, les écrasant. Abel est stupéfait parce qu'il n'a jamais vu un sort comme ça auparavant, mais Rio l'utilise plusieurs fois pour vaincre le reste des golems. Après cela, il trouve un golem de pierre spécial avec une grosse pierre magique, et Abel dit qu'elle se vendra cher. Rio dit qu'il aimerait aussi récupérer les pierres magiques des autres golems, mais ils sont enterrés sous la glace,
et il est soit trop paresseux, soit trop stupide pour simplement tout faire fondre. Ils continuent leur voyage avec ça, et bientôt tombent sur un hybride géant de crocodile et d'hippopotame. Abel dit que c'est un behemoth, qui est un monstre très rare et puissant qu'il n'a jamais vu auparavant. Rio demande s'il devrait le chasser, mais Abel lui dit que ce n'est même pas possible. Juste à ce moment-là, des wyverns arrivent aussi, et Rio est excité parce que maintenant ils vont voir un combat entre monstres. Bientôt, les wyverns commencent à tirer des pierres sur le behemoth avec de la magie, mais il rugit simplement, annulant leur magie et les faisant tomber au sol. Rio dit à Abel que le monstre géant a probablement utilisé une compétence d'annulation de magie. Plus tard, pendant qu'ils dînent, Abel demande à Rio plus d'informations sur la compétence d'annulation de magie parce qu'il n'a entendu parler que de certaines pièges dans les donjons qui peuvent faire ça. Rio est excité en entendant parler des donjons, et Abel lui dit qu'il y a un donjon dans la ville de Long, où il se dirige. Rio est furieux qu'il ne lui ait pas parlé de cette chose importante plus tôt et lui demande s'il cache autre chose aussi. Abel lui demande s'il connaît au moins les nains et les elfes, mais Rio lui demande de lui donner les détails. Quelques jours plus tard, ils atteignent une chaîne de montagnes, et Rio dit qu'ils trouveront un établissement humain après avoir traversé les montagnes. Abel lui demande comment il peut en être si sûr, et Rio se demande s'il devrait lui dire qu'il a rencontré un dragon qui lui a beaucoup parlé de ce monde. Il décide finalement de garder le secret, disant que c'est une connaissance au-delà de la compréhension humaine. Peu de temps après, ils entendent un son étrange, et tous les deux se préparent à combattre. Cependant, quand un puissant monstre appelé Griffon s'approche d'eux depuis le ciel, Rio et Abel paniquent. Abel commence à avoir une crise de panique, mais Rio résout rapidement la situation en lançant un morceau de viande en l'air. Abel l'imite, et le Griffon attrape les 2 morceaux dans sa bouche avant de s'envoler. Les garçons poussent un soupir de soulagement après son départ, et ils conviennent qu'ils n'auraient pas tenu longtemps s'ils avaient provoqué quelque chose d'aussi fort. Alors qu'ils continuent leur voyage, Abel dit qu'aucun humain n'a rencontré de behemoth ou de griffon dans les 100 dernières années, et que les hautes montagnes doivent les empêcher d'atteindre les établissements humains. Cela rappelle à Rio que les wyverns qui ont combattu le behemoth venaient du nord, ce qui signifie que leur nid est à proximité. Il s'avère avoir raison, car ils trouvent bientôt des wyverns en train de se nourrir d'un monstre. Rio veut combattre, mais Abel dit qu'il faut au moins 20 aventuriers expérimentés pour affronter des monstres aussi forts que les wyverns. Rio lui dit qu'ils ne pourront pas éviter de combattre à l'avenir et demande si ce serait mieux si les wyverns étaient cloués au sol. Abel confirme, disant qu'il peut en battre une en combat rapproché, et Rio sort immédiatement, chantant un long faux sort juste pour invoquer 4 glaçons pour poignarder les ailes des wyverns. Abel profite de cette occasion pour leur exploser la cervelle, mais ensuite 2 autres wyverns arrivent. Rio les cloue au sol en utilisant des glaçons, mais sans chanter de sort cette fois, et Abel devient suspicieux. Quoi qu'il en soit, ils vainquent les wyverns et collectent leurs pierres magiques, puis continuent leur voyage vers le nord. Bientôt, ils traversent la chaîne de montagnes et arrivent dans les collines verdoyantes. Abel est surpris qu'ils aient non seulement combattu des wyverns, mais aussi réussi à obtenir beaucoup de pierres magiques qui leur rapporteront beaucoup d'argent une fois qu'ils auront atteint l'Empire. Rio se demande soudainement vers quel pays il se dirige, car il n'a aucun problème avec aucun autre empire que celui de Deby. Abel lui répond que l'empire de Deby se trouve un peu plus au nord, et Rio semble soulagé d'entendre cela. Cela intrigue Abel, qui demande à Rio s'il a un problème avec l'Empire. Il répond qu'il n'a aucun problème avec l'Empire ou son peuple, mais que le nom est tellement embarrassant qu'il ne veut pas y être associé, ce qu'Abel trouve assez étrange. Soudain, Rio aperçoit une route au loin, et en voyant qu'elle va d'est en ouest, Abel se rend compte que la chaîne de montagnes qu'ils viennent de traverser n'était pas ordinaire. Cependant, lorsque Rio lui demande à quoi il pense, il répond que ce n'est rien et dit que la route les mènera à une ville. Rio est enthousiaste à l'idée de dormir dans un lit, et Abel lui recommande d'essayer la nourriture de la ville. Ils arrivent en ville à la nuit tombée, alors qu'ils dînent dans une auberge, Abel suggère à Rio de s'inscrire à la guilde des aventuriers, car une licence de guilde lui servira de carte d'identité. De plus, s'il possède une licence de guilde, il n'aura pas à payer de taxes lorsqu'il entrera dans une nouvelle ville. Il rappelle à Rio qu'il vient de payer une pièce d'argent pour le couvrir lorsqu'ils sont entrés dans la ville, et Rio commence à le taquiner, lui demandant s'il va garder une trace de chaque centime qu'il dépense pour un ami. Abel est légèrement gêné par ce comportement, mais il poursuit son discours et explique à Rio que s'il devient membre de la guilde des aventuriers, celle-ci lui achètera des pierres magiques et des matériaux provenant de monstres à un bon prix. Il explique que seuls les alchimistes peuvent utiliser correctement ces matériaux, et Rio devient curieux d'en savoir plus à leur sujet. Cependant, il n'a pas l'occasion de poser de questions car la serveuse lui apporte son repas, et il n'en croit pas ses yeux lorsqu'il voit une assiette de riz au curry. Rio essaie de comprendre comment le curry peut exister dans ce monde, car même dans l'anime Isekai, le protagoniste doit travailler dur et voyager à travers le monde pour créer le curry parfait, et il avait plutôt hâte d'y goûter. Le goût du curry est aussi délicieux et nostalgique que celui qu'il avait l'habitude de manger au Japon, et Rio finit rapidement son assiette avant d'en commander davantage. Le lendemain,
Rio ne cesse de répéter à quel point le curry était bon et dit que c'est une autre chose intéressante qu'Abel lui a cachée. Il lui demande en plaisantant de révéler tous les secrets qu'il cache, et Abel est surpris par cela, mais Rio voulait juste qu'il lui parle des pâtisseries de la ville. Abel s'éloigne nerveusement, disant qu'il n'aime pas les sucreries, et Rio est confus à cause de son comportement suspect. Quoi qu'il en soit, ils reprennent leur voyage et atteignent bientôt la ville de Long, entourée de vastes champs de blé. Lorsqu'ils arrivent à la porte de la ville, le garde Nimé reconnaît Abel et est choqué de le voir, car il avait été porté disparu quelques mois plus tôt. Abel lui explique que beaucoup de choses se sont passées et qu'il a réussi à rentrer chez lui grâce à Rio. Nimé remercie Rio d'avoir sauvé son ami et lui serre la main avec enthousiasme, puis il commence à discuter avec Abel. Une fois à l'intérieur de la ville, Abel dit à Rio qu'il devrait se rendre directement à la guilde car, grâce à lui, Rio pourra monter immédiatement en grade lors de son inscription. Il explique que généralement, les aventuriers débutants se voient attribuer le grade F lors de leur inscription, mais si un aventurier de grade B ou supérieur peut glisser un mot en leur faveur, ils peuvent immédiatement passer au grade D. Ils arrivent bientôt à la guilde, et tout le monde est agréablement surpris de revoir Abel. Il l'entoure comme s'il était une sorte de célébrité, et Rio est heureux qu'Abel ait autant de personnes qui se soucient de lui. Il décide de le laisser profiter un peu plus longtemps de ses retrouvailles et sort prendre l'air. Il commence à se promener quand soudain, il tombe sur une elfe. Alors que Rio est captivé par ses oreilles pointues et son joli visage, la jeune elfe ne peut pas non plus détacher ses yeux de lui à cause de sa tenue. Elle reconnaît qu'il s'agit du manteau du roi des fées et dit qu'il doit beaucoup aimer Rio pour lui avoir offert un tel cadeau. Rio ne comprend même pas ce qu'elle veut dire, puis la jeune elfe lui dit qu'elle est pressée aujourd'hui, mais qu'elle espère le revoir un jour. Rio reste là, perplexe, quand Abel sort pour le chercher et lui dit de rentrer. Il présente ensuite Rio à tous ses amis comme celui qui lui a sauvé la vie. Tout le monde remercie Rio d'avoir sauvé Abel, et celui-ci commence à apprécier toute l'attention qu'on lui porte. Après cela, Abel emmène Rio à la réception et demande à la réceptionniste de l'inscrire comme aventurier de rang D sur sa recommandation. Le réceptionniste est surpris d'entendre cela, car personne du groupe d'Abel n'a jamais recommandé quelqu'un auparavant, et il répond que Rio est un cas très particulier. Le réceptionniste dit que Rio devra tout de même prouver sa force avant d'obtenir une promotion, et Abel répond qu'il souhaite en parler directement au maître de la guilde. Le réceptionniste leur demande d'attendre un moment, et bientôt, le maître de guilde arrive en courant lorsqu'il apprend qu'Abel est de retour. Abel lui présente alors Rio et lui dit qu'il souhaite qu'il passe l'examen de promotion. Yu répond qu'ils devront tester sa force pour cela, et Abel répond que Rio est plus fort que lui, ce que le maître de guilde a du mal à croire. Pour prouver son point de vue, Abel montre à Yu toutes les pierres magiques qu'ils ont collectées sur les wyverns, et celui-ci perd la tête. Il dit que la quantité de pierres magiques qu'ils possèdent signifie qu'ils ont chassé suffisamment de wyverns pour détruire tout un pays, et Abel lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter d'une attaque de monstres car ils ont chassé les wyverns au sud des montagnes maléfiques. Rio se demande si le nom de la montagne a une signification particulière, et Yu répond qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui ait traversé les montagnes maléfiques en toute sécurité. Il affirme qu'elles sont si dangereuses que même les aventuriers les plus chevronnés ne s'y aventurent pas sans raison valable. Il n'arrive pas à croire que Rio et Abel soient les premiers dans l'histoire à avoir accompli cet exploit, et il accepte immédiatement d'augmenter le rang de Rio sans lui faire passer d'examen. À ce moment-là, le groupe d'Abel fait irruption dans la pièce, très ému, car il pensait ne jamais le revoir. Le maître de la guilde décide de les laisser retrouver leur ami pendant qu'il emmène Rio dehors pour l'inscrire. Rio le suit, mais Abel lui demande d'attendre à la réception une fois qu'il aura terminé, car il veut lui montrer un endroit spécial. Après cela, Yu conduit Rio à son bureau tout en lui expliquant que le groupe d'Abel, les épées pourpres, est l'un des groupes les plus forts et les plus populaires. Rio n'est pas vraiment surpris par cela, et il se demande plutôt s'il mérite vraiment d'être classé dès le départ. En réponse, Yu lui dit qu'il sait à quel point Abel est talentueux, mais qu'il sait aussi qu'il ne peut pas vaincre un wyvern tout seul. Cela le conduit à penser que Rio a joué un rôle important dans la lutte contre les wyverns, ce qui le qualifie pour être classé D. À ce moment-là, la réceptionniste arrive au bureau avec le matériel nécessaire pour enregistrer officiellement Rio en tant qu'aventurier, et lui laisse cette tâche car il a trop de paperasse à traiter. La réceptionniste, Nina, commence par se présenter, puis pose les questions d'entretien de base. Elle explique ensuite à Rio que pendant 300 jours après son inscription à la guilde, il peut séjourner dans les logements de la guilde, mais qu'il devra ensuite trouver un autre endroit où loger. Elle lui parle ensuite du cours sur l'exploration des donjons que la guilde propose aux nouveaux aventuriers comme lui, et Rio répond immédiatement qu'il souhaite s'inscrire à ce cours. Nina lui dit de se rendre à la salle de réunion 2 jours plus tard à 9h du matin, et Rio est surpris d'apprendre qu'il y a des horloges ici. Nina passe ensuite à la procédure d'inscription proprement dite et demande à Rio de poser sa main sur le dispositif en cristal devant lui. Lorsqu'il pose sa main sur le cristal, celui-ci scanne ses données biométriques et les télécharge sur la plaque métallique située au-dessus, la transformant en sa carte de guilde. Nina félicite Rio d'être officiellement inscrit à la guilde, et sur ce,
Il quitte le bureau. Peu après, Abel emmène Rio faire un tour en ville, prétextant vouloir lui acheter des vêtements et un bâton en guise de paiement pour l'avoir escorté jusqu'ici. Rio est ravi de recevoir les vêtements, mais il est intrigué par le bâton. Abel lui explique que tous les magiciens ont besoin d'un bâton, mais Rio répond qu'il peut très bien utiliser la magie sans aucun outil. Il ajoute qu'il utilise également une épée lorsqu'il doit se battre au corps à corps, donc un bâton ne lui serait pas d'une grande utilité. Abel est surpris d'entendre cela, et il l'est encore plus lorsque Rio lui dit que le petit couteau qu'il possède est en fait son épée. Quoi qu'il en soit, Rio lui dit qu'il a besoin de quelque chose de plus urgent que des vêtements ou un bâton, à savoir des informations sur les bases de ce monde. Peu après, il apprend que l'heure, le jour, la semaine et le mois dans ce monde sont les mêmes que sur Terre, et qu'ils utilisent même le système métrique pour mesurer les choses. Il est désormais certain que quelqu'un de la Terre est venu dans ce monde il y a longtemps et a changé la façon dont les choses sont faites, ce qui explique pourquoi il y a tant de choses familières ici. À ce moment-là, Abel revient du magasin après avoir payé les achats de Rio, puis il lui dit que l'événement principal de la journée est encore à venir. Il emmène Rio dans une immense auberge où tous ses amis de la guilde sont présents pour fêter son retour sain et sauf. Ils font la fête toute la nuit, et le lendemain matin, Nina doit venir chercher Rio pour lui montrer l'endroit où il va séjourner. Elle l'emmène dans une chambre où 2 aventuriers débutants sont déjà installés, et le brun se présente comme Nils et le blond comme Ido. Ils l'accueillent dans leur chambre, et une fois que Nina est partie, Nils commence à dire à quel point il l'aime bien. Ido lui dit d'arrêter de rêver à des femmes qui ne sont pas de son niveau, puis il commence à discuter avec Rio de la vie à l'auberge de la guilde. Soudain, Nina revient dans la chambre avec un autre aventurier nouvellement inscrit, qui se présente nerveusement sous le nom d'Amen, et les 4 garçons commencent rapidement à sympathiser. Quelques jours plus tard, Rio et Amen terminent leur cours accéléré sur l'exploration de donjons pour les nuls, et leur professeur leur annonce qu'ils vont entrer au premier niveau d'un donjon dans l'après-midi. Amen est visiblement tendu à l'idée d'entrer dans un donjon, mais Rio lui dit de se détendre parce que s'il s'énerve maintenant, il sera fatigué au moment où ils atteindront le donjon. L'instructeur demande ensuite si quelqu'un a des questions, et Rio lui demande s'il existe un moyen de voyager instantanément vers les étages qu'ils ont déjà franchis. L'instructeur est impressionné par la question car seuls les aventuriers expérimentés connaissent cette possibilité. Il explique que certains donjons du sud permettent de voyager instantanément entre les points de contrôle, mais qu'il n'y a rien de tel dans le donjon de Long. Ensuite, l'instructeur conduit tous les élèves au donjon situé au centre de la ville. Il explique que la ville a en réalité été construite autour du donjon, et que tous les quelques années, la population de monstres dans le donjon augmente soudainement, et parfois les monstres atteignent la surface. Il précise que les murs autour du donjon protègent les civils des monstres, mais rassure les nouveaux en leur disant qu'il n'y a aucune chance d'une grande vague de monstres en ce moment. Bientôt, ils atteignent le premier étage du donjon, qui est une zone sur 100 monstres. L'instructeur dit à tout le monde qu'ils sont libres d'explorer le premier étage, mais qu'ils doivent rester près de l'entrée. Rio et Amen font équipe, et rapidement Rio sent un monstre s'approcher d'eux. Il dit à Amen de frapper le monstre pendant qu'il le maintient en place, et le garçon tire nerveusement son épée. Quelques instants plus tard, une fourmi monstre arrive, et Rio l'identifie immédiatement comme une fourmi soldat grâce au livre qu'il a lu. Il dit à Amen de frapper le cou du monstre pendant qu'il l'immobilise avec des lances de glace. Rio cloue complètement le monstre au sol, et Amen lui coupe facilement le cou, marquant ainsi sa première victoire. Il en est ravi, et Rio extrait la pierre magique de la fourmi en guise de trophée pour leur première chasse aux monstres réussie. Plus tard, ils dînent avec leurs colocataires, qui veulent célébrer leur première expédition dans un donjon, et ils sont assez impressionnés qu'ils aient réussi à vaincre une fourmi soldat. Amen dit qu'il n'a porté que le coup final, et que Rio a fait la majeure partie du travail en maintenant la fourmi. Il ajoute qu'il veut retourner dans le donjon demain, mais qu'il a peur d'y aller seul. Rio propose de l'accompagner car il veut aussi explorer un peu plus le donjon, car il s'inquiète d'avoir trouvé un monstre au premier étage alors que l'instructeur avait dit qu'il n'y en avait pas et To ajoute qu'il a aussi entendu parler de fourmis soldats arrivant au premier et deuxième étage récemment, et les garçons se demandent pourquoi. C'est alors qu'Abel arrive et dit que c'est parce que les fourmis soldats peuvent creuser pour remonter, et les garçons paniquent en voyant l'aventurier le plus célèbre de la ville de près. Rio, cependant, est franc comme d'habitude avec son ami, et Abel demande aux garçons de prendre soin de lui parce qu'il manque de bon sens. Nils se lève soudainement au garde-à-vous et se présente à Abel, disant qu'il est son idole et qu'il veut devenir un aventurier célèbre comme lui un jour. Il demande à lui serrer la main, et Abel accepte, lui disant de travailler dur mais de faire de sa survie sa priorité absolue. Rio demande alors à Abel ce qu'il fait ici si tard, et il répond qu'il vient de rentrer de sa dernière mission. Juste à ce moment, son groupe arrive, et les filles sont furieuses qu'il soit venu ici au lieu de se présenter au maître de la guilde. Il leur dit qu'il guidait juste des débutants qui avaient besoin d'aide, mais la Loliline dit à Warren, le fils perdu de Shaq, de l'emmener. Le grand gaillard porte Abel sur son dos tandis qu'il crie comme un bébé, et Lynn commence à fixer Rio avec des yeux jaloux. Il devient un peu nerveux et lui demande ce qu'elle veut,
mais la prêtresse Lia lui dit de se reprendre avant de s'excuser auprès de Ryo pour la perturbation. Alors qu'ils s'en vont, Eto et Nils commencent à les idolâtrer, mais Ryo ne comprend pas ce qu'il trouve d'impressionnant chez ce groupe de bouffons. Pendant ce temps, Lia dit à Lin que ce n'était pas gentil de fixer Ryo, mais elle répond qu'elle était juste curieuse parce qu'Abel ne cesse de vanter ses compétences magiques. Lia admet qu'elle est aussi curieuse, mais Abel leur dit qu'ils verront bientôt les vraies compétences de Ryo. Le lendemain, Ryo et Amen retournent dans le donjon, et cette fois-ci ils affrontent des chiens monstres. Tandis que Ryo immobilise les chiens avec des lances de glace, Amen se révèle être un bon épéiste et en abat quelques-uns. Alors qu'ils font une pause après cela, Ryo remarque que le style de combat à l'épée d'Amen lui rappelle Abel, et il explique que son professeur était un vieux type nommé Kiro qui a appris l'escrime dans une grande école de la capitale. Ryo suppose qu'Abel a dû apprendre dans la même école, et il voit un potentiel chez Amen pour devenir assez forte aussi. Amen est impressionné par sa connaissance de l'escrime bien qu'il ne soit qu'un mage, et Ryo lui dit qu'il s'est entraîné avec un mentor mais a développé son propre style d'épée. Il remarque ensuite que le style d'Amen semble très épuisant, mais qu'il est aussi très sûr, et qu'il a juste besoin de travailler son endurance. Il dit à Amen qu'Abel s'entraînait à sa technique dès le matin pendant leur voyage, et que cela montre que même les plus talentueux doivent travailler dur. Amen se sent motivé en entendant cela et décide de travailler dur pour devenir plus fort, et Ryo est satisfait de sa réponse. Le lendemain, Ryo visite la bibliothèque, et elle est beaucoup plus grande que ce qu'il imaginait. C'est ce qu'elle a dit. Quoi qu'il en soit, il demande à la bibliothécaire de lui montrer la section alchimie, et elle lui indique où sont rangés les livres pour débutants. Cependant, il y a trop d'options qui submergent Ryo, alors il décide de faire une pause dehors. Soudain, la ville s'assombrit alors qu'une éclipse solaire totale se produit, et Ryo la fixe sans protection oculaire, comme mon oncle, qui est maintenant aveugle. Une seconde plus tard, il réalise que quelque chose est étrange, et toutes les personnes autour de lui ont disparu. L'atmosphère elle-même semble différente, et soudain il sent une attaque venant de derrière. Il est assez rapide pour réagir à temps, bloquant le puissant souffle de feu avec un mur de glace. Il se demande qui diable l'a attaqué et voit alors une méchante momie démon s'approcher de lui, marchant comme si elle venait de sortir de GTA 4. Elle est assez amusée de voir un humain dans son espace et décide de s'amuser à le vaincre. Ryo réalise qu'il affronte un démon maintenant, et il est presque sûr qu'elle est l'être le plus puissant qu'il ait jamais vu dans ce monde. Il veut s'enfuir, mais il sent qu'il ne pourra pas échapper à cet espace étrange quoi qu'il fasse, alors il décide de riposter. Il invoque immédiatement des dizaines de boucliers de glace juste avant que la momie démon attaque, bloquant son énorme tempête de feu. Elle change brusquement d'attaque, tirant une balle de vent invisible qui perce les boucliers de Ryo, mais elle est bloquée par son armure. Le démon ne comprend pas comment une armure humaine peut bloquer son attaque, mais en regardant de plus près, elle voit que Ryo porte la robe du roi des fées. Elle réalise qu'il doit être un mage impressionnant pour avoir un tel équipement et le pouvoir de bloquer ses attaques, alors elle décide de le trancher avec son épée plutôt qu'avec la magie. Ryo sort aussi son épée de glace et bloque son attaque. Il maintient une position défensive tandis que la dame démon le repousse, mais elle est bien plus rapide que lui, et il évite de justesse un coup mortel au visage. Il décide de contre-attaquer en lui lançant des centaines de lances de glace, mais le démon les esquive toutes avec agilité, sans remarquer que l'éclipse solaire se termine pendant qu'elle perd son temps à jouer. Pendant ce temps, Ryo réalise qu'elle utilise la magie du vent pour augmenter sa vitesse, puis elle bondit sur lui pour porter le coup final. Ryo parvient à le bloquer sans trop de difficulté car, bien que le démon soit rapide, ses coups ne sont rien comparés à ceux du chevalier sans tête qui lui a enseigné. Le démon, quant à elle, est impressionné et demande qui il est pour avoir la robe du roi des fées ainsi que son épée. Elle crée une boule de feu pour l'attaquer, mais Ryo l'annule instantanément avec une lance de glace. Cela énerve le démon, et elle décide de le tuer rapidement car il pourrait représenter un danger pour elle si le combat se prolonge. Elle l'attaque sans pitié, mais Ryo se défend avec confiance contre ses coups. Il trouve une occasion de contre-attaquer, ce qui fait perdre l'équilibre au démon. Ryo attendait ce moment, et il lance une série de lances de glace sur elle. Le démon crée un mur de feu autour d'elle, neutralisant toutes ses attaques, mais alors que leur intensité augmente, elle crée des murs de pierre pour se protéger. Ryo change aussi son schéma d'attaque, utilisant des jets d'eau à haute pression pour traverser le mur et blesser le démon. Elle est choquée quand ses attaques la blessent, mais heureusement pour elle, Ryo attaquait à l'aveugle à cause de la fumée. Il décide alors d'aller pour la mise à mort, mais elle saute droit sur lui pour bloquer son attaque. Alors qu'ils s'affrontent en l'air, Ryo remarque que les blessures de la femme démon guérissent super vite. Au moment où il est distrait par cela, elle l'envoie s'écraser contre un bâtiment. Mais alors qu'elle s'apprête à lancer une puissante attaque pour l'achever, elle remarque des gouttes d'eau tombant du ciel. Elle est surprise, mais quand une goutte touche son visage et la brûle, car elle était plus chaude que l'eau bouillante, elle crie de douleur. Elle s'enveloppe immédiatement dans une boule de pierre en attendant que la pluie bouillante cesse, et pendant ce temps, Ryo descend. Soudain, la femme démon libère une puissante magie de feu, faisant tout exploser autour d'elle.
Elle marche menaçante vers Ryo, mais à ce moment-là, l'éclipse est presque terminée, et son épée se désintègre lorsque la lumière du soleil la touche. La démone dit qu'ils ne pourront pas terminer leur combat cette fois, et Ryo lui dit de dégager. Elle ne semble pas vraiment s'offusquer de son comportement de jerk et se présente comme Léonore, demandant à Ryo son nom. Il lui donne aussi son nom, bien qu'il précise qu'il ne veut rien savoir de plus sur un démon. Léonore est surprise que Ryo connaisse les démons, et elle pense qu'elle aurait dû faire tout son possible pour le tuer plutôt que de profiter de leur combat. Elle dit ensuite à Ryo qu'ils se battront à nouveau dans le futur, mais qu'il est possible qu'il rencontre un autre démon avant cela. Elle lui dit de ne pas se faire tuer par quelqu'un d'autre parce qu'elle sera bien plus forte la prochaine fois et l'achèvera elle-même. Ryo est choqué d'entendre cela, mais ensuite l'éclipse se termine, et tout revient à la normale sans aucune trace de la bataille qui vient de se dérouler. Ryo se sent vraiment bizarre maintenant, et il décide d'acheter quelques livres puis de se reposer. Il se rend d'abord à la banque pour retirer de l'argent qu'il a obtenu en vendant les pierres magiques de Wyvern, puis passe par son dortoir pour voir ses amis. Il remarque qu'ils ne sont pas là, mais alors qu'il s'apprête à partir, il les trouve en train de se faire harceler par d'autres aventuriers. Nils et Eto le traitent de lâche pour les avoir attaqués par surprise alors qu'ils étaient blessés, mais le chef des harceleurs, Dan, leur dit qu'ils pourront dire la même chose quand des monstres les attaqueront par surprise dans le donjon et qu'ils mourront. Soudain, ses acolytes sont assommés parce que Ryo les a attaqués par derrière, et il dit à Dan qu'il a tout à fait raison, mais qu'il devrait parfois écouter ses propres conseils. Il lui demande s'il est prêt à fuir maintenant que ses amis sont à terre, et Dan se précipite immédiatement pour le frapper. Ryo esquive simplement et le frappe dans le ventre avec la poignée de son épée, lui faisant vomir son petit déjeuner. Il passe ensuite à soigner ses amis, leur disant qu'ils ont besoin de plus d'endurance pour qu'aucun petit con ne les prenne au dépourvu la prochaine fois. Mais avant cela, il dit qu'ils devraient tous se reposer et se détendre. Ils vont au bain public, où le prêtre Eto soigne la blessure de Ryo causée par la balle de vent. Tout le monde est curieux de savoir qui a pu blesser Ryo alors qu'il est si fort, et il décide de ne pas leur parler du démon pour l'instant parce que la relaxation passe d'abord. Peu après, Amen, Nils et Eto commencent à se rendre dans le donjon en équipe. Pendant que Nils et Amen combattent les gobelins, Eto reste en retrait pour les aider et les soigner lorsqu'ils sont blessés. Nils commence à collecter les pierres magiques des gobelins pendant qu'Eto soigne Amen, et ils discutent du danger qu'ils ont couru en rencontrant des gobelins. Nils dit qu'il devrait battre en retraite maintenant, car aller plus loin serait dangereux, et Eto est d'accord avec lui, car il n'aurait pas dû trouver des gobelins archers au 4e étage du donjon. Amen, quant à lui, veut chasser d'autres monstres et gagner de l'argent, mais Nils se souvient de ce qu'Abel leur a dit, ne jamais risquer leur vie pour des choses sans importance. Finalement, il retourne à la surface, ce qui est la meilleure décision de la journée, car quelques étages plus bas, un groupe d'aventuriers a trouvé la mort aux mains d'un monstre énorme et puissant. De retour à la surface, Ryo réfléchit au fait que la magie de Léonore était hors du commun, mais qu'il était à égalité avec elle en termes de vitesse d'incantation. Il décide d'améliorer ses points forts et d'effacer ses faiblesses, ce qui lui rappelle qu'il n'a pas pu suivre la vitesse de déplacement de Léonore hier. Il est jaloux de sa magie du vent, mais comme il ne peut pas faire cela, il décide de ne pas être jaloux et de trouver ses propres solutions à la place. Il pense qu'il devrait utiliser un jet d'eau pour se propulser vers l'avant, et bien qu'il l'ait déjà fait sous l'eau, il ne sait pas si cela fonctionnera à la surface. Il crée d'abord une plateforme glacée devant lui, puis utilise des centaines de petits jets d'eau poussant tous les points de son dos pour le propulser vers l'avant. Cependant, il n'avance qu'à la vitesse d'une vieille grand-mère à un passage piéton. Ryo est vraiment insatisfait de ses résultats, mais il décide d'appeler cela « un travail en cours », ce que j'appelle ma santé mentale. Il se rend ensuite à la bibliothèque pour en apprendre davantage sur les démons et l'alchimie. Au même moment, la sorcière Lynn, du groupe d'Abel, étudie également à la bibliothèque. Elle essaie de trouver des traces d'un sort capable de créer un mur de glace suffisamment épais pour écraser les golems, mais elle ne trouve rien. Elle est ravie, car elle veut croire que Ryo n'est qu'un escroc qui a trompé Abel et pense que seul le sorcier le plus puissant du continent peut utiliser des sorts aussi puissants. Au moment où elle remet le livre sur l'étagère, elle aperçoit l'elfe Syrah. Les deux filles échangent des salutations et discutent un peu avant que Syrah ne se souvienne qu'elle doit retourner auprès de son groupe. De leur côté, Amen et les autres retournent à la guilde, et Nils se met à bégayer comme un idiot en voyant la réceptionniste, Nina. Eto lui donne un coup sur la tête alors qu'il dit à Nina qu'ils ont trouvé des archers gobelins au 5e étage, ce qui est du jamais vu, et que c'est pour cela qu'ils sont revenus rapidement pour lui faire leur rapport. Nina confirme la présence des pierres magiques et se précipite pour informer le maître de la guilde de l'incident, remerciant les garçons pour cette information cruciale. Hugh n'est pas content d'apprendre que des gobelins ont été trouvés au 5e étage, alors que ce sont des monstres qui appartiennent au sous-sol du donjon, au-dessous du 10e étage. Il pense que cela pourrait être le signe d'un problème plus grave et demande à Nina de convoquer immédiatement tous les groupes de rang B et supérieurs. Nina lui répond qu'il n'y a actuellement que 2 groupes de haut rang dans la ville, à savoir l'épée cramoisie d'Abel et la brigade blanche. Abel et son groupe se rendent rapidement au bureau de Hugh,
qui n'est pas ravi de devoir travailler avec la Brigade Blanche sur cette mission, car il n'apprécie pas leur chef. Les filles lui disent d'arrêter de se comporter comme une mauviette, et il finit par se calmer avant d'entrer dans le bureau. Phelps, le chef de la Brigade Blanche, est déjà là, et Abel a du mal à ne pas grimacer en le voyant. Une fois qu'ils sont tous les deux assis, Hugh explique que des gobelins ont été trouvés au 5e étage du donjon, et que l'information est tout à fait fiable. Il dit que Crimson Sword et la Brigade Blanche doivent entrer dans le donjon et enquêter pour voir s'il y a des signes d'une invasion de monstres. Il précise que la dernière invasion a eu lieu il y a 10 ans, et même s'il est encore tôt, il est possible qu'une nouvelle invasion soit imminente. Il leur propose un acompte de 100 pièces d'or et 200 pièces supplémentaires une fois la mission terminée, mais Abel lui demande s'ils sont seulement censés enquêter sur la question. Hugh acquiesce, puis Phelps demande ce qu'ils doivent faire si l'épidémie de monstres a commencé. Le maître de la guilde répond qu'ils doivent immédiatement remonter à la surface, car ils vont fermer les murs autour du donjon et demander l'aide des chevaliers pour faire face aux monstres. Il leur dit qu'il a déjà informé le seigneur et le quartier général des chevaliers à ce sujet, car s'il s'agit vraiment d'une épidémie de monstres, ils doivent s'y préparer pleinement. Il demande ensuite aux deux groupes s'ils sont prêts à accepter cette mission, et ils acceptent immédiatement. Le lendemain, Rio se prépare à se rendre à la bibliothèque nordique avant que ses colocataires ne se réveillent. Il leur dit qu'il avait l'intention d'étudier davantage l'alchimie et qu'il a entendu dire que la bibliothèque nordique possédait des livres sur des sujets plus avancés. Eto lui dit qu'il a bien entendu et que les aventuriers de rang D et supérieurs peuvent accéder à la bibliothèque nordique. Amen ajoute qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles des livres interdits seraient également conservés à la bibliothèque du Nord. Rio est très enthousiaste à cette idée, mais Eto lui dit qu'il doit être au moins un aventurier de rang B pour pouvoir lire ces livres. Les garçons lui souhaitent bonne chance dans sa quête de connaissances et décident de se préparer pour une nouvelle série de raids dans les donjons. Rio arrive rapidement à la bibliothèque Nord et apprécie immédiatement l'ambiance qui y règne. Il commence à chercher les livres dont il a besoin et se dit que s'il demande à quelqu'un de lui montrer les livres sur les démons, cette personne va sûrement paniquer. Cependant, alors qu'il monte les escaliers menant au premier étage, il aperçoit l'elfe Syrah et tombe immédiatement sous son charme. De leur côté, Hugh et les deux groupes de haut rang ont atteint les portes du donjon. Alors qu'il s'apprête à ouvrir la porte, Abel arrête Hugh, car son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Il demande à Lynn d'utiliser sa magie du vent pour scanner le premier étage à la recherche de monstres, et elle trouve immédiatement des centaines de monstres qui les attendent juste devant la porte. Tout le monde panique en entendant cela, car c'est la preuve que la grande invasion de monstres a déjà commencé. Hugh ordonne à tout le monde de battre en retraite et de contacter les chevaliers et la guilde. À la guilde, Nils et les autres voient l'avis indiquant que le donjon a été fermé, et ils pensent que c'est à cause des archers gobelins qu'ils ont trouvés. À ce moment-là, un homme arrive en courant pour annoncer qu'une invasion de monstres a commencé et que tous les aventuriers doivent se rendre sur les murs entourant le donjon pour arrêter les monstres. De l'autre côté, Rio et Syrah se sont regardés fixement pendant que tout cela se passait, puis elle finit par dire qu'ils se retrouvent à nouveau. Il se présente, puis Syrah lui demande s'il cherche quelque chose en particulier. Rio manque de laisser échapper qu'il s'intéresse aux démons, mais il se reprend et dit qu'il veut apprendre l'alchimie pour créer des golems. Syrah est impressionnée par son ambition, car créer des golems n'est pas facile, mais elle lui dit qu'il n'existe aucun livre traitant spécifiquement de ce sujet. Cependant, elle lui demande de la suivre, car elle peut lui indiquer les livres qui lui seront les plus utiles, car elle connaît presque tout de cette bibliothèque. Il commence à parler de livres et d'aventures en chemin, et Syrah révèle qu'elle est la seule membre d'un groupe d'aventuriers de rang B appelé Wind. Rio remarque qu'un ami lui a dit qu'il n'y avait qu'une seule elfe dans la ville, et Syrah lui répond que les elfes ne se mêlent pas aux humains, mais qu'elle est une exception. D'autre part, tous les aventuriers de la ville ont atteint les murs du donjon, et bientôt les monstres franchissent la lourde porte. Hugh ordonne à tout le monde de les attaquer à l'aide de magie et de flèches, déclenchant une bataille féroce contre l'armée des gobelins. Les chevaliers se joignent bientôt à eux, et la situation semble sous contrôle, mais Hugh est inquiet car il y a plus de monstres que lors de la dernière invasion. Pendant ce temps, le groupe d'Abel est à court de flèches, mais à ce moment-là, Nils lui apporte un tonneau rempli de flèches, ainsi qu'un message de Hugh indiquant que son groupe est censé éliminer le monstre boss une fois la vague de monstres terminée. Bientôt, presque tous les gobelins sont éliminés, et Hugh ordonne à Abel et Phelps de mener leur groupe au combat. Ils sautent du mur, et Lynn utilise la magie du vent pour ralentir leur atterrissage. Ils se précipitent en avant, éliminant rapidement les gobelins restants avant d'atteindre la porte et d'attendre le boss. Peu après, un général gobelin en sort, et il pense que tout sera terminé une fois qu'ils l'auront tué. Cependant, deux autres généraux gobelins apparaissent après lui, et Abel se rend compte qu'ils ont affaire à un roi gobelin. Il dit qu'ils doivent s'occuper des généraux gobelins avant l'arrivée du roi gobelin, car sinon, ils deviendront trop puissants. Il décide que Phelps et lui s'occuperont chacun d'un général, tandis que Lynn et Lia s'occuperont du dernier. Ils commencent à combattre les généraux, et Abel parvient à couper les bras de son ennemi quand soudain, il aperçoit le roi gobelin à l'entrée et crie à tout le monde de se baisser. L'instant d'après, un puissant coup de vent sort du donjon, tuant les généraux gobelins d'un seul coup.
Tout le monde est choqué par la force et la cruauté du roi gobelin, mais Abel et Phelps savent qu'ils sont les seuls à pouvoir le combattre. Ils s'allient pour attaquer ensemble le roi gobelin, mais leurs armes ne parviennent pas à transpercer son armure. Soudain, Abel se précipite vers le roi des gobelins, utilisant son pouvoir pour se transformer en fantôme afin d'esquiver son attaque. Il se rapproche alors de lui et utilise son pouvoir de combat pour lui transpercer le cœur, mais ne parvient pas à achever sa tâche. Le roi des gobelins tente de l'attaquer, mais Abel ordonne à Lyn de l'achever alors qu'il disparaît à nouveau. Les lances de vent de Lyn le traversent et frappent le roi des gobelins, le terrassant. Tout le monde est soulagé de voir qu'ils ont enfin gagné, mais ils ne savent pas que les choses sont loin d'être terminées, car quelque chose d'encore plus dangereux se trouve toujours dans le donjon. Plus tard dans la journée, lorsque Ryo revient à la guilde, il trouve tout le monde anormalement excité, tandis que Hugh est enseveli sous une montagne de paperasse. Il boude dans son bureau parce qu'il doit informer le seigneur local et le commandant des chevaliers de l'apparition des monstres, puis payer les honoraires de tous les aventuriers qui ont participé à la bataille. Il doit également évaluer les performances de tous les aventuriers, envoyer les factures à la capitale royale pour obtenir des fonds et planifier la réparation des installations endommagées, tout en continuant à faire son travail habituel. La seule consolation est que le donjon va être fermé pendant un mois, il n'a donc pas à s'inquiéter de cet aspect, mais Hugh sait que cela va créer une autre série de problèmes. Pendant ce temps, Ryo apprend par ses amis qu'il y a eu une invasion de monstres dans le donjon et qu'ils ont réussi à la repousser grâce aux deux meilleurs groupes, c'est la raison de cette ambiance festive, et Ryo pense que c'est une bonne raison. Nils commence à vanter les compétences d'Abel et raconte comment il a combattu le roi des gobelins. Eto ajoute que Lyn a porté le coup de grâce avec Boulet-Rein, la magie du vent la plus puissante. Amen dit qu'Abel a réussi à esquiver cette attaque sans même bouger, et il se demande comment il a pu faire cela. À ce moment-là, Abel arrive et dit qu'il a utilisé la compétence d'épée appelée Perfect Shadow qui lui permet d'esquiver toutes les attaques à distance. Nils et les autres se mettent à l'aduler lorsqu'ils voient Abel, et celui-ci les félicite également pour leur aide. Pendant ce temps, Ryo continue de penser à la compétence Perfect Shadow et dit que celui qui l'a nommé devait être un génie. À ce moment-là, Lyn et Loya arrivent à la recherche d'Abel et disent qu'elles savaient qu'il serait avec Ryo. Ryo ressent beaucoup d'hostilité derrière leurs paroles douces, mais soudain, Lyn lui demande s'il peut vraiment créer un mur de glace. Il affirme que sa limite est un cube de 40 mètres de côté, et Lyn n'en croit pas ses oreilles. Ryo lui explique que cela n'a pas été facile à apprendre et à maîtriser, mais qu'il a réussi à le faire d'une manière ou d'une autre. Elle lui demande s'il s'agit d'un sort original, mais il ne comprend même pas ce que cela signifie. Lyn lui explique que la plupart des sorts sont lancés en récitant des incantations, mais Ryo répond qu'il pense que les incantations sont une préférence personnelle. Lyn ne comprend même pas ce qu'il dit, mais avant qu'elle puisse poser une autre question, Nils dit à Ryo que la nourriture refroidit, et il se précipite immédiatement vers le comptoir. Lyn est confuse, et Abel lui explique que Ryo pense que les incantations ne sont utilisées que parce qu'elles ont l'air cool, et qu'il peut utiliser la magie sans elles, ce qui est la chose la plus bizarre que Lyn ait jamais entendue. Peu après, les emplois se font rares à la guilde. Nils et son ami regardent simplement le tableau d'affichage vide, car les emplois étaient déjà pris lorsqu'ils sont arrivés. À ce moment-là, Ryo arrive également et apprend que le marché de l'emploi est en difficulté depuis la fermeture temporaire du donjon. Les garçons lui demandent s'il est là pour une quête, et Ryo répond qu'il a besoin d'acheter du minerai de cuivre magique pour ses expériences d'alchimie. Ils sont choqués d'entendre cela, car le minerai magique est très coûteux, mais ils savent que Ryo est richissime, donc cela n'a pas d'importance pour lui. En revanche, eux ont du mal à trouver du travail. Ryo décide d'aider ses amis et leur dit qu'il les embauchera pour extraire du minerai de cuivre magique. Nils lui apprend qu'il y a une mine abandonnée près de la ville, ce qui réjouit Ryo. Il dit aux garçons qu'il les paiera 4 pièces d'or chacun juste pour accepter le travail, puis qu'il achètera chaque morceau de minerai de cuivre 25 pièces d'or, mais à la seule condition qu'ils rentrent tous sains et saufs à la maison. Les garçons sont ravis d'entendre cela, car ils ne gagneraient pas autant d'argent en un an avec un travail normal. Il lui demande s'il est sûr de pouvoir payer autant, et Ryo répond que c'est toujours moins cher que le prix du marché du minerai de cuivre magique. Ils partent avec joie pour le travail, et Ryo retourne dans sa chambre, mais il entend alors des voix inquiétantes provenant de la rue. Il découvre un groupe de chevaliers qui tentent d'emmener une femme avec eux, et un aventurier qui essaie de les en empêcher. Ryo observe la situation s'intensifier alors que les chevaliers traînent la jeune fille et que l'aventurier les pousse pour la libérer. Cela énerve un chevalier, qui dégainait son épée pour donner une leçon à l'aventurier. Cependant, alors qu'il s'apprête à le frapper, il glisse et tombe, mais il n'y a rien qui puisse le faire glisser. Il demande à l'aventurier ce qu'il a fait, et celui-ci répond que c'est sûrement John Cena qui l'a fait trébucher. Cela rend le chevalier encore plus furieux, mais il tombe à nouveau en essayant de se relever. À ce moment-là, Phelps arrive et ordonne aux chevaliers de reculer s'ils ne veulent pas être punis. Il lui demande comment un simple aventurier ose leur parler sur ce ton, et Phelps leur répond qu'il n'est pas seulement un aventurier, mais aussi un noble de la famille Enline.
L'un des chevaliers se rend compte qu'il s'agit de la même famille que celle dont est issu l'ancien commandant des chevaliers royaux, et Phelps déclare qu'il parle de son père. Il leur dit alors d'arrêter de salir la réputation des chevaliers, et il s'enfuit immédiatement. Phelps félicite ensuite l'aventurier pour son courage et lui demande d'escorter la femme jusqu'à ses amis. Une fois qu'ils sont partis, il se tourne vers la fenêtre de Rio, qui le salue. Phelps se présente comme le chef du groupe de la Brigade Blanche et dit qu'il a entendu parler de ses incroyables pouvoirs magiques. Rio panique, pensant que Phelps a remarqué qu'il avait utilisé la magie pour faire glisser le chevalier, mais celui-ci répond qu'il ne fait que répéter ce qu'Abel lui a dit. Alors qu'ils commencent à discuter, le secrétaire de Phelps arrive pour l'emmener, et Rio se rend compte qu'ils sont tous les deux très forts. Plus tard, ils dînent seuls, et Abel vient s'asseoir à ses côtés. Il remarque qu'il est rare de voir Rio seul ces jours-ci, et lui dit la même chose à son sujet. Il décide de confier un secret à Rio, car il pourrait avoir besoin de son aide, et il se retrouve bientôt dans le quartier des divertissements. Là, Abel révèle que le capitaine des chevaliers est son ami, et qu'il lui a demandé de ramener les chevaliers turbulents qui se sont enfuis pour s'amuser. Rio comprend alors, mais il remarque soudainement des aventuriers masqués et louches. Il attire l'attention d'Abel sur eux et dit qu'il ne les a jamais vus auparavant, même pas au groupe d'accueil. Abel répond qu'ils reçoivent beaucoup d'aventuriers de passage à cause du donjon, mais Rio fait remarquer que le donjon est fermé pour le moment. Les aventuriers les remarquent également et tentent immédiatement de les attirer dans un piège. Rio et Abel les suivent volontiers, mais lorsque les voyous tentent de leur tendre une embuscade, Rio les assomme immédiatement avec de lourdes pierres de glace. Abel ramasse alors un outil d'alchimie qu'ils ont laissé tomber, et Rio le veut, mais il lui dit que c'est une preuve. Il ligote ensuite les voyous et découvre qu'il s'agit d'aventuriers de rance et venus d'un autre pays. Abel décide d'informer les gardes de la ville à leur sujet et de reprendre sa mission consistant à trouver les chevaliers fauteurs de troubles, sans savoir qu'ils visent Phelps pour se venger de ce qui s'est passé plus tôt. Cependant, ils ne peuvent même pas bouger une fois qu'ils ont décidé de l'attaquer, car la secrétaire les a déjà paralysés avec des aiguilles empoisonnées. Elle lance ensuite un sort de feu, brûlant les chevaliers si complètement qu'il n'en reste même pas de cendres. Le lendemain, une équipe de recherche arrive de la capitale pour étudier le donjon après l'épidémie de monstres, et Hugh se dispute immédiatement avec leur chef, Clive, à cause de ses exigences déraisonnables. Il veut que la ville de Long fournisse de la nourriture et des provisions à tout son groupe alors qu'ils font face à une grave pénurie, et il veut également ouvrir le donjon pour l'étudier. Hugh lui répond qu'il est stupide d'ouvrir le donjon si peu de temps après une invasion, mais Clive lui dit qu'il a reçu l'autorisation du nouveau ministre chargé de l'exploration des donjons. Les deux hommes se retrouvent dans une impasse et le débat semble sans fin, alors le vieux mage sage décide d'intervenir. Il dit d'abord à Hugh qu'ils s'occuperont de la question de la nourriture la prochaine fois, et que cette fois-ci, la ville peut les accueillir. Quant à l'ouverture du donjon, Clive dit que Hugh n'a pas le choix, mais il décide de poser une condition. Il dit que si la ville ou ses citoyens subissent un préjudice à cause de l'ouverture du donjon, la responsabilité en incombera au ministère. Clive est furieux en entendant cette exigence, mais Hugh lui fait clairement comprendre qu'il n'ouvrira pas la porte du donjon tant qu'il n'aura pas accepté. Le vieux mage convainc Clive d'accepter la condition, puis déclare qu'ils engageront des aventuriers expérimentés comme gardes pour cette mission. De son côté, Rio se rend à l'auberge où séjourne Abel et son groupe pour voir si la nourriture y est meilleure qu'à l'auberge de la guilde. Cependant, alors qu'il s'apprête à entrer, une jeune fille sort en courant et lui demande de l'emmener à la guilde des aventuriers car elle a un message urgent à délivrer. Rio a très faim, mais il décide d'aider la jeune fille, qui remet la lettre à Abel. Son professeur de la capitale royale la lui a envoyé pour lui demander d'aider le groupe de recherche qui est envoyé explorer le donjon. Abel n'est pas sûr de vouloir le faire, car il y a de nombreuses années, un puissant groupe de rangs est entré dans un donjon peu après une épidémie et n'en est jamais revenu. Rio lui dit qu'il devrait refuser la demande dans ce cas, et il décide de retourner à l'auberge pour déjeuner. Pendant ce temps, la jeune fille se présente comme Nathalie, une magicienne novice issue d'une famille réputée pour ses talents en magie de l'eau. Lynn lui demande immédiatement si elle connaît un sort permettant de créer un mur de glace dans les airs, mais elle répond que non, car elle commence tout juste à apprendre la magie. Nathalie leur demande s'il y a quelqu'un qui peut lancer de tels sorts, et ils lui répondent que le type qui l'a amené ici en est capable. Elle est surprise d'entendre cela, et Abel recommence à fixer Rio du regard. Il ordonne ensuite aux membres de son groupe de ne jamais combattre Rio sous aucun prétexte, car ils ne pourront pas le vaincre ensemble. Il dit également à Nathalie que si elle a besoin d'aide et qu'elle ne les trouve pas, elle doit immédiatement aller voir Rio. Le lendemain, l'équipe de recherche se prépare à entrer dans le donjon, et Abel finit par accepter de les protéger. Il connaît le vieux mage depuis longtemps, et il discute de l'outil de détection de mana qui peut transmettre les signaux de mana du donjon à l'équipe d'analyse qui a établi son campement à l'extérieur. 3 jours s'écoulent, et l'équipe de recherche atteint le 7e étage du donjon, mais ne trouve rien d'inhabituel. Cependant, Clive et son équipe de l'Académie royale semblent pressés de trouver quelque chose, et Abel décide de ne pas s'embêter avec des crétins pompeux comme eux. Au même moment,
à l'extérieur, les aventuriers de rang inférieur reçoivent des informations sur ce qui se passe dans le donjon et les missions qu'ils peuvent accepter tant qu'il leur est encore interdit d'y entrer. Ryo a une question en tête et interroge Hugh sur la couleur des pierres magiques que les monstres de l'épidémie ont laissé tomber. Hugh lui répond que c'est une excellente question, car tous les gobelins ont laissé tomber des pierres magiques jaunes alors qu'elles devraient être vertes. Pendant ce temps, Clive et son équipe tombent soudainement sur une porte suspecte dans le donjon qui émet d'étranges signaux énergétiques. Ils pensent qu'il s'agit d'un portail menant vers un endroit lointain, alors ils installent leur équipement autour. Cependant, alors qu'ils tentent de toucher la porte, tout le monde disparaît soudainement, et Nathalie, qui prend les mesures, est choquée car les mesures cessent également dès que tout le monde disparaît. Heureusement, tout le monde a été téléporté au même endroit, et Abel confirme la sécurité de son équipe avant de rejoindre le mage senior. Clive, quant à lui, ordonne à ses hommes de commencer à examiner l'étrange prairie où ils se trouvent, mais il leur demande d'être prudents car ils ne savent pas quel danger les guette ici. Son bras droit arrive à ce moment-là et lui demande ce qu'ils doivent faire maintenant. Clive n'en a aucune idée, mais au moins, sa théorie selon laquelle les monstres venaient du 38e étage du donjon s'est avérée fausse. Il réalise maintenant que les monstres provenaient de cet endroit étrange qui se trouvait au-delà de la porte. Il pense que c'est une grande découverte et qu'avec cela, il pourra accéder au poste de ministre en un rien de temps. Alors qu'il sourit en lui-même, l'autre chercheur lui montre des silhouettes à l'horizon, qui ressemblent à des Pokémon effrayants. De leur côté, Nathalie et l'équipe chargée de la collecte de données s'inquiètent de la perte du signal. Soudain, le signal revient et leur indique que l'équipe d'exploration se trouve au 40e étage, mais il disparaît à nouveau immédiatement. À ce moment-là, un homme nommé Christopher arrive et se présente comme le représentant de l'université de magie. Il demande aux chercheurs de l'académie ce qu'ils ont découvert et leur demande de partager tout ce qu'ils peuvent, malgré le fait que leurs organisations soient rivales. Il explique qu'il y a quelques minutes, les personnes qui sont entrées dans le donjon ont disparu, et que s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, il sera peut-être trop tard pour eux. Les chercheurs sont sous le choc, et Christopher leur explique qu'il a engagé des aventuriers pour entrer dans le donjon, mais qu'au moment où ils s'apprêtaient à les suivre dans l'escalier, ils ont tous soudainement disparu. Les chercheurs sont choqués d'entendre cela, et leur chef confirme qu'ils ont également constaté la disparition de leur équipe il y a quelques minutes, puis que leur signal est réapparu brièvement, mais qu'ils se trouvaient au 40e étage. Christopher est choqué d'entendre cela, car personne n'a encore dépassé le 38e étage de ce donjon, et il sait que même les groupes de rang B ont du mal à dépasser le 30e étage. Les chercheurs lui parlent du groupe d'Abel qui garde leur équipe, et Christopher répond qu'il a déjà envoyé un message au maître de la guilde pour lui demander son aide. Cependant, Nathalie panique, réalisant que personne ne sera peut-être capable de résoudre cette situation. Dans ces conditions, son seul espoir est Ryo, car Abel lui a dit de le contacter si elle ne parvenait à joindre personne d'autre. Elle s'enfuit immédiatement pour le trouver, laissant tout le monde perplexe. De son côté, Hugh apprend la disparition du groupe de recherche et commence à paniquer. Il décide de se rendre immédiatement à l'entrée du donjon et demande à la réceptionniste de mettre tout le monde en attente, mais de ne rien leur révéler tant qu'il n'aura pas confirmé la situation de ses propres yeux. Pendant ce temps, Ryo erre dans la bibliothèque, incapable de trouver des livres utiles. Alors qu'il monte au premier étage, il commence discrètement à souhaiter revoir l'elfe Sarah, et l'univers exauce ses prières, car Sarah l'aperçoit alors qu'elle rend des livres. Ryo se précipite à ses côtés et, alors qu'ils commencent à discuter, il lui révèle qu'il cherchait des archives sur les éclipses et les invasions de monstres passés afin de les comparer. Sarah lui dit qu'elle sait exactement où se trouvent ces documents et demande à Ryo de la suivre. En chemin, Sarah commence à découvrir la théorie de Ryo selon laquelle les éclipses solaires et les invasions de monstres sont liées, et elle pense qu'il a raison. Elle a vécu assez longtemps pour constater qu'il y a toujours eu une éclipse solaire avant une invasion de donjon, mais elle n'a jamais vu d'éclipse solaire totale comme celle qui s'est produite il y a quelques jours. Elle dit qu'elle a déjà essayé de faire des recherches sur ce sujet, mais elle est curieuse de savoir pourquoi Ryo a fait ce lien. Il devient nerveux car il ne peut pas lui dire qu'il a combattu un démon au milieu de l'éclipse, alors il décide de changer de sujet. Il interroge Sarah sur les couleurs des pierres magiques qu'il trouve sur les monstres et les facteurs qui les influencent. Elle le laisse changer de sujet et répond que le facteur principal est l'âge du monstre. Ryo répond qu'il a appris cela d'Abel pendant leur voyage, puis dit qu'il est curieux de savoir pourquoi les pierres magiques trouvées sur les monstres pendant l'épidémie sont de couleur jaune. Sarah est perplexe en entendant cela, car seuls les monstres récemment nés ont des pierres magiques pâles, et elle soupçonnait que ce sont les monstres anciens et puissants du donjon qui sont sortis pendant l'épidémie. Ryo est d'accord avec elle, car les gobelins les plus faibles sont un cas à part, mais les généraux gobelins et le roi gobelin ne peuvent pas quitter le donjon juste après leur apparition. Il trouve cela peu naturel, mais créer artificiellement une horde de monstres aussi importante nécessiterait une quantité ridicule de mana. Sarah dit qu'elle a lu des documents indiquant que les pierres magiques extraites lors d'une précédente épidémie de monstres étaient également jaune pâle et demande à Ryo s'il souhaite voir ces documents anciens et abîmés. Il accepte volontiers et Sarah le conduit dans une partie moins connue de la bibliothèque. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon,
Abel discute toujours de l'incident de téléportation avec le mage senior. Personne ne sait exactement où il se trouve, mais le mage senior demande à un chercheur si leurs outils fonctionnent correctement à cet endroit. Il vérifie que le détecteur de mana fonctionne toujours et pense que l'équipe chargée de la collecte de données est au courant de leur situation et pourra donc bientôt leur envoyer de l'aide. Le mage senior pense toutefois que les secours pourraient ne pas arriver à temps. Il demande à Loya si cet endroit ne lui rappelle pas quelque chose, et elle réfléchit intensément avant de se rendre compte qu'il ressemble beaucoup à un sanctuaire, qui est le niveau le plus élevé de magie défensive. Elle explique à Abel et aux autres que seuls les prêtres les plus puissants peuvent utiliser ce sort, considéré comme un miracle divin capable de bloquer n'importe quelle attaque. Abel se rend compte que s'ils se trouvent à l'intérieur d'une sorte de barrière, ils ne peuvent pas en sortir, et personne ne peut non plus entrer dans la barrière pour les aider. Le mage est d'accord avec lui, et Loya dit que s'ils ne parviennent pas à trouver où se termine la barrière, c'est qu'elle doit être immense. Abel pense que la situation vient de s'aggraver considérablement, et il demande à Lynn d'utiliser sa magie du vent pour détecter si des monstres se trouvent à proximité. Elle obéit à son ordre et utilise son sort pour trouver un groupe d'environ 1 millier d'humains à proximité, et avec eux, elle sent la présence d'une 50aine de créatures qu'elle n'a jamais vues auparavant. Abel et le mage pensent que les 1000 humains doivent être Clive et son groupe, et ils décident de les rencontrer car ils ne savent rien des créatures qui les accompagnent. De son côté, Hugh atteint l'entrée du donjon et rencontre Christopher et les chercheurs. Il perd tout espoir lorsqu'il apprend que l'équipe de recherche a été retrouvée au 40e étage, car même s'il envoyait tous les aventuriers de la ville, il ne pourrait pas les sauver. Christopher ajoute qu'il ne peut pas prendre le risque d'entrer dans le donjon maintenant, et Hugh approuve sa décision. Dans cette situation, il ne peut qu'espérer qu'Abel et les autres soient en sécurité, où qu'ils se trouvent. Pendant ce temps, Clive et ses hommes ne sont pas du tout en sécurité. Ils sont attaqués par des ennemis inconnus, et tandis que certains d'entre eux se cachent sous des barrières, les autres sont pourchassés par des boules de feu violet. Bientôt, les attaquants se révèlent, et en les voyant, Clive se rend compte qu'il s'agit de démons, une espèce de monstre différente des diables. Il n'en a entendu parler que dans les livres, mais il sait à quel point ils peuvent être effrayants. Cependant, les aventuriers qui ne sont pas protégés par les barrières décident de combattre les démons, et ils sont rapidement détruits. Lorsqu'Abel et les autres arrivent sur place, seuls Clive et une poignée de ses hommes sont encore en vie. Loya et le mage senior identifient les démons et paniquent, car ceux-ci sont réputés être des monstres immunisés contre la magie et bien plus forts que les humains. Elles pensent qu'ils ne peuvent pas les vaincre, mais le mage décide de les combattre sans se soucier du résultat. Sur son ordre, les mages lancent une attaque totale contre les démons, les blessant gravement. Loya est surprise de voir que la magie blesse réellement les démons, et le vieux mage lui explique qu'il n'a jamais été prouvé qu'ils étaient immunisés contre la magie, et qu'il s'agissait seulement d'une hypothèse. Il ordonne alors aux mages d'attaquer à nouveau les démons, mais se rend compte qu'ils vont manquer de mana avant d'avoir vaincu leurs ennemis. À ce moment-là, Abel repère un monstre boss parmi les démons, et il comprend qu'ils doivent le vaincre s'ils veulent régler la situation une bonne fois pour toutes. Après quelques rounds supplémentaires, les mages sont à court de magie, et Abel décide alors de charger avec son groupe. Warren bloque les attaques des démons pendant que les autres parviennent à les éliminer rapidement. Grâce à leur travail d'équipe, ils vainquent de nombreux démons, mais Lynn est alors à court de pouvoirs magiques, et Loya et Warren doivent la couvrir. Abel remarque qu'il ne reste plus que 6 démons, mais le monstre boss est parmi eux. Loya remarque qu'il pourrait s'agir d'un prince démon qui se réveillera un jour en seigneur démon. Abel lui demande si elle en est sûre, et elle lui répond que les yeux de couleurs différentes sont un symbole des princes démons, et que seuls les héros ont réussi à les vaincre dans le passé. Abel décide de tenter sa chance et avance, disant à Loya qu'il compte vaincre tous les autres démons même s'il ne parvient pas à terrasser le boss. Il dit à Loya de ne pas perdre espoir, car des miracles peuvent toujours se produire, puis les démons commencent à l'attaquer. Il en élimine rapidement quelques-uns, mais le prince démon attaque soudainement les membres de son groupe pour les chasser du champ de bataille. Il s'avance vers Abel pour un combat en tête-à-tête, et sa vitesse suffit à effrayer Abel. Le prince démon le repousse d'un seul coup d'épée, puis se rapproche à nouveau de lui. Soudain, Clive et son groupe l'attaquent, mais leur magie ne fait aucun dégât au prince démon. Au contraire, ses serviteurs commencent à leur tirer dessus, détruisant leurs boucliers et les forçant à s'enfuir. Abel décide de tout risquer en utilisant une compétence qui lui permet d'esquiver l'attaque ennemie à une vitesse fulgurante. Il parvient à parer l'épée du prince démon et à avoir une chance de l'attaquer, mais celui-ci l'esquive et le frappe à l'épaule. Abel tombe au sol, incapable de bouger, et le prince démon lève son épée pour l'achever. Loya crie, terrifié à l'idée de perdre Abel, mais Rio arrive soudainement pour sauver la situation, enfonçant le toit du 40e étage. Tout le monde est surpris de le voir, et Rio demande à Abel s'il est blessé. Il fait quelques blagues à ce sujet et dit qu'il devrait rentrer chez eux car tout le monde s'inquiète pour lui. Abel, qui n'arrive toujours pas à croire que Rio soit venu le sauver, répond qu'ils ne peuvent pas rentrer à cause de l'ennemi puissant qui se trouve devant eux, mais Rio lui dit qu'il s'en occupera. Abel panique en expliquant que l'ennemi est un prince démon, mais Rio lui répond qu'il s'agit d'un bébé seigneur démon,
Ce qui explique pourquoi il est si faible. Personne ne comprend ce qui se passe dans la tête de Ryo alors qu'il s'avance vers les démons. Les démons serviteurs à l'arrière tentent de l'attaquer, mais il annule leurs projectiles avec des lances de glace. Il crée ensuite un jet d'eau derrière eux pour leur trancher instantanément la tête, puis se retrouve face à face avec le prince démon. Ryo dégaine son épée et dit au prince démon qu'il devrait en finir rapidement car il n'a pas toute la journée. Il y a quelques minutes, lorsque Nathalie a découvert qu'Abel et les autres étaient coincés au 40e étage du donjon, elle a couru immédiatement chercher Ryo. Il n'était pas dans sa chambre et ses camarades de chambre lui ont dit qu'elle devrait le trouver dans la bibliothèque Nord. Elle ne savait même pas où se trouvait le Nord, mais une fois qu'elle a obtenu les indications des garçons, elle a couru pour trouver Ryo. Heureusement, elle l'a rencontré en chemin et lui a immédiatement demandé de se rendre au donjon, car Abel et son équipe étaient en danger. Ryo a décidé d'obtenir les détails en chemin et l'a immédiatement mise dans un carrosse fait de glace. Alors qu'il traînait le carrosse jusqu'à la porte du donjon, il apprit les disparitions dans le donjon, mais il était curieux de savoir pourquoi Nathalie l'avait approché. Elle lui dit qu'Abel lui avait demandé de le contacter au cas où elle aurait besoin d'aide et qu'il ne serait pas là. Ryo comprit immédiatement la mission et se précipita vers la porte du donjon. Les gardes lui dirent que personne n'était autorisé à entrer, mais il créa simplement des murs de glace pour les bloquer et entra facilement à l'intérieur. Après cela, il a décidé qu'il faudrait trop de temps pour atteindre le 40e étage en utilisant la méthode normale, alors il a utilisé ses jets d'eau pour se frayer rapidement un chemin jusqu'à sa destination. Maintenant, il se tient devant le prince démon, lui demandant de faire le premier pas. Il prend position, et lorsque le prince démon l'attaque, Ryo se déplace rapidement sur le côté et lui tranche proprement le cou. Il trouve que le monstre était assez lent, mais au moins, le travail est vite terminé. Cependant, le prince démon reprend simplement sa tête comme un gigachad et la remet à sa place. Ryo pense qu'il pourrait être difficile à gérer, mais il décide de voir jusqu'où le monstre peut se régénérer. Il crée instantanément des centaines de jets d'eau pour le découper en petits morceaux, et l'un des jets d'eau détruit sa pierre magique, le réduisant en poussière. Abel est choqué de voir que Ryo vient de démolir un prince démon avec des involtures. Il le remercie de les avoir tous sauvés, et Ryo, avec son air nonchalant, lui demande de rembourser sa dette en l'invitant à dîner ce soir. Abel lui répond qu'il l'invitera toute la semaine, ce qui réjouit Ryo. À ce moment-là, Leia arrive et serre Abel dans ses bras, tandis que Warren Mellin, inconsciente, en sécurité. Le mage senior vient également remercier Ryo de les avoir aidés, et celui-ci répond qu'il a eu de la chance d'arriver à temps. Il remarque alors que beaucoup de gens sont déjà morts avant son arrivée, et Abel lui dit qu'il devrait récupérer les pierres magiques des démons et utiliser l'argent ainsi obtenu pour soutenir les familles des personnes décédées. Ryo aime cette idée, mais il se concentre ensuite sur les monstres appelés démons. Abel lui dit que tout le monde ici les a vus pour la première fois, car il ne s'était pas approché des humains depuis des siècles. Ryo est maintenant curieux de connaître la différence entre les démons et les diables, mais il décide d'y réfléchir plus tard. Il dit que lorsqu'il est arrivé ici, il a senti un étrange champ magique autour de l'endroit, qui a disparu lorsqu'il a vaincu le boss. Le vieux mage dit que cela doit être la barrière protectrice qui empêchait quiconque d'entrer ou de sortir de la zone. Ryo lui dit alors que lorsqu'il était au 39e étage, il a utilisé un sort pour scanner les environs et a trouvé quelque chose d'étrange près des escaliers. Il suggère qu'il vérifie cela sur le chemin du retour, car cela pourrait être lié à cet incident, et tout le monde est d'accord avec lui, mais avant cela, ils extraient les pierres magiques des démons, qui sont de couleur assez sombre, et même le mage senior les voit pour la première fois. Leia dit qu'il n'y a pas de pierres magiques provenant de démons, même dans les musées et les bibliothèques gérées par l'Église. Le mage senior ajoute que les démons sont censés posséder une magie spatio-temporelle, car ils apparaissent toujours de nulle part, et Ryo commence à penser qu'il manque quelque chose dans toutes ces informations. Quelque part dans un autre donjon, un groupe mené par le héros roman trouve un hôtel sombre et l'utilise pour invoquer le seigneur démon. Cependant, au lieu du seigneur démon, c'est la démoniste Léonore qui arrive. Elle est très surprise de voir des humains qui la prennent pour le seigneur démon, et lorsqu'elle apprend que Roman est le héros qui va vaincre le seigneur démon, elle espère qu'il sera vraiment fort. Elle décide de le combattre, mais le combat se termine en une fraction de seconde, le héros empalé sur son épée. Léonore s'ennuie à mourir, alors elle se rend immédiatement à côté de l'autel et prend la pierre noire qui se trouve dessus comme butin. Les autres aventuriers ont trop peur pour la combattre, et elle leur dit d'aider le héros à la place, car ils peuvent encore le sauver. Les aventuriers lui obéissent et soignent le héros, qui maudit Léonore, la traitant toujours de seigneur démon. Elle lui dit qu'elle n'est pas le seigneur démon, mais en réalité quelqu'un de bien plus puissant que lui. Elle dit à Roman que son groupe pourrait peut-être vaincre l'actuel seigneur démon, mais que cela ne le rend pas assez fort pour la défier. Elle commence à raconter comment elle a rencontré un humain nommé Ryo qui était aussi fort qu'elle et dit au héros de devenir 1000 fois plus fort s'il veut atteindre son niveau avant de disparaître à travers un portail. De retour dans le donjon de Ryo, il trouve une sphère noire fissurée, identique à celle que Léonore a emportée dans son donjon. Tout le monde est intrigué, mais il ne trouve aucune information à son sujet.
Le vieux mage décide donc de l'emporter à la surface pour l'étudier. Ils atteignent rapidement la surface, où Hugh est heureux de voir qu'au moins Abel et son groupe sont revenus vivants. Cependant, il prévoit de parler à Rio de ses actions avant toute autre chose. Il lui demande ce qu'il avait en tête lorsqu'il a piégé les gardes dans des murs de glace et s'est dirigé vers l'intérieur du donjon. Rio s'excuse docilement, mais le vieux mage prend sa défense, disant à Hugh que si Rio n'était pas arrivé à temps, ils seraient tous morts. Hugh est choqué d'entendre cela, et le vieux mage lui dit qu'ils peuvent discuter des détails dans une tente, et il décide de remercier Rio d'avoir sauvé la vie de tout le monde. Plus tard, le vieux mage raconte à Hugh qu'ils ont rencontré 50 démons au 40e étage du donjon, parmi lesquels se trouvait même un prince démon. Hugh est terrifié rien qu'à l'idée, et il pense que c'est grâce au groupe d'Abel qu'ils ont réussi à survivre. Le vieux mage lui dit qu'Abel et les autres étaient bons, mais qu'ils n'étaient pas de taille face au prince démon. Cependant, Rio est venu à leur secours au dernier moment et a rapidement vaincu le prince démon. Hugh n'arrive pas à y croire, et le vieux mage lui dit que Rio devrait être leur priorité absolue à présent. Il veut s'assurer que Rio reste en bon terme avec leur pays, mais cela sera difficile si les nobles stupides tentent de s'immiscer dans l'affaire. C'est pourquoi le mage suggère de ne pas mentionner le nom de Rio dans les registres officiels afin de le protéger des nobles, et Hugh accepte. Le lendemain, Rio emmène ses colocataires faire de l'exercice matinal, mais il n'arrive pas à le suivre. Il décide de les laisser derrière lui et retourne en ville, où l'odeur du curry l'attire vers un restaurant. À sa grande surprise, il y retrouve Sarah, et pendant qu'il mange, elle lui pose des questions sur son rang et d'autres choses. Une fois le repas terminé, Rio demande à Sarah pourquoi elle ne vient jamais à la guilde alors qu'elle est aventurière, et elle lui répond qu'elle travaille actuellement comme instructrice d'escrime pour les chevaliers locaux, et qu'elle n'a donc pas besoin de traiter avec la guilde. Rio est surpris d'entendre cela, et Sarah lui dit qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air. Elle lui demande ensuite de se joindre à elle pour une séance d'entraînement s'il est libre plus tard, et Rio accepte l'offre car il est resté un peu insatisfait après son combat contre le prince démon hier. Ils se rendent tous deux à la caserne des chevaliers et prennent position, puis Sarah se jette sur lui. Rio a du mal à suivre son rythme, mais il parvient à bloquer ses attaques et tente même de riposter. Sarah est très impressionnée par lui, car aucun chevalier n'est capable d'en faire autant, et elle décide de se battre sérieusement contre lui. Elle l'attaque avec encore plus de vitesse au deuxième round, et cette fois, Rio n'arrive même pas à bloquer correctement ses attaques. Il est repoussé sans cesse, puis Sarah brise son épée en deux. Rio accepte sa défaite, mais la jeune elfe le serre soudainement dans ses bras, trop excitée d'avoir trouvé quelqu'un capable de la suivre. Elle ne cesse de le féliciter et lui demande où il a appris à manier l'épée. Rio lui répond que c'est le roi des fées qui lui a enseigné l'art du combat, ce qui surprend beaucoup Sarah, car le roi des fées est aujourd'hui davantage considéré comme un mythe. À ce moment-là, sa servante arrive pour l'appeler à ses cours avec le petit-fils du seigneur local, et Sarah décide de prendre congé. Elle demande à la servante de bien s'occuper de Rio, car c'est une personne spéciale pour elle, et la pauvre fille pense que les deux sont en couple. Alors qu'elle accompagne Rio dehors, une calèche s'arrête devant eux, et il s'avère que c'est Hugh, qui revient d'une réunion avec le seigneur. Il dit à Rio de monter car ils doivent parler de l'incident de l'autre jour, et Rio s'inquiète d'être réprimandé. Cependant, Hugh lui dit que le vieux mage l'a mis au courant des détails et qu'il peut fermer les yeux sur ses actions cette fois-ci. Cependant, en guise de punition symbolique pour avoir enfreint les règles, il dit à Rio qu'il devra accepter une quête obligatoire de la guilde et escorter des marchands dans une autre ville. Quelques jours plus tard, Nils s'approche soudainement de Rio dans leur chambre et lui demande officiellement son aide. Rio veut savoir ce qui le tracasse, et Nils lui explique que son village a lancé un appel à la chasse aux monstres. Il souhaite accepter la quête, mais celle-ci n'est accessible qu'aux aventuriers de rang D et à leur groupe, et tout le monde ici est de rang E ou inférieur, à l'exception de Rio. Nils supplie Rio de former un groupe temporaire avec lui afin qu'ils puissent accepter la mission, et Amen ajoute qu'ils vont affronter des gobelins et des squelettes, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Alors qu'Eto fait remarquer que les gobelins et les squelettes ne vivent généralement pas dans le même habitat, Rio se met soudain à rire, car il n'a encore jamais combattu de squelettes dans ce monde. Il décide d'accepter la quête juste pour affronter des squelettes, et tout le groupe se rend immédiatement à la guilde. Hugh leur demande s'ils sont sûrs de vouloir accepter la quête, car le village n'est pas vraiment tout prêt, mais Nils est certain de vouloir rentrer chez lui pour aider son peuple. Hugh explique alors qu'ils ont déjà envoyé 2 groupes pour s'occuper des monstres. Le premier était un groupe de rang et le second de rang D, mais tous 2 ont échoué. Tout le monde est choqué d'apprendre que même un groupe de rang D n'a pas réussi à venir à bout de quelques gobelins et squelettes, mais Hugh leur explique qu'il y avait un autre problème. Il explique que le groupe de rang D a signalé que les villageois ne coopéraient pas du tout avec eux, mais Nils trouve cela étrange, car les habitants de son village ne sont pas si hostiles. Hugh décide de laisser les garçons accepter la mission, car il vient lui-même d'un petit village et comprend leurs problèmes. Cependant, il les avertit que la mission peut être dangereuse et que le prêtre Eto sera important pour la réussite de leur groupe, car il est le seul à pouvoir les soigner. Il ajoute ensuite que Rio a encore quelques jours avant le début de sa mission d'escorte obligatoire et qu'il peut terminer cette quête avant cela.
Rio et ses amis partent le lendemain pour le village de Cagliati, qu'ils atteignent assez rapidement car leur endurance s'est considérablement améliorée après avoir couru chaque jour. Les villageois saluent Nils et lui souhaitent la bienvenue, ce qui surprend quelque peu Rio, car il était presque certain que Nils avait été banni du village pour avoir causé des problèmes. Bien que Nils soit en colère contre cette remarque, il ne peut pas lui en vouloir trop longtemps, car Rio a raison de dire qu'il a causé des problèmes. Quoi qu'il en soit, il conduit le groupe chez le chef du village, Bulan, qui est très heureux de le voir. Après avoir présenté ses amis à Bulan, Nils s'assoit pour discuter de la quête de chasse aux monstres. Bulan dit que les choses pourraient mieux se passer cette fois-ci, car Nils connaît les coutumes du village, mais Nils est curieux d'en savoir plus sur le rapport du groupe de Randé. Il demande à Bulan si les villageois n'ont vraiment pas coopéré avec le groupe de Randé, et il commence son récit à partir du moment où il a aperçu pour la première fois les monstres squelettes. Il raconte que lorsque le groupe classé E est arrivé au village, ses membres se sont enfoncés trop profondément dans la forêt orientale, où les villageois n'ont pas le droit de s'aventurer. Ils auraient de toute façon été chassés par les villageois, mais ils ont été blessés et sont rentrés par leurs propres moyens. Une fois que le groupe classé D est arrivé au village, les villageois ne pouvaient plus leur faire confiance. Ils ne voulaient même plus héberger les aventuriers, et c'est pourquoi le groupe classé D est également reparti les mains vides. Nils comprend parfaitement la réaction des villageois, mais il sait que ses amis ne peuvent pas suivre l'histoire sans quelques informations supplémentaires. Cependant, ces informations sont un secret du village, et il leur demande d'attendre qu'il obtienne l'autorisation du conseil du village pour leur en parler. Plus tard dans la nuit, il passe la nuit chez Nils, où son petit frère et sa petite sœur les accueillent. Ils discutent du fait que Nils a toujours voulu devenir aventurier dès qu'il aurait atteint l'âge requis, mais que malheureusement, leurs parents sont morts et qu'il est resté pour s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'il soit prêt à vivre seul. À ce moment-là, Nils revient de sa réunion avec le conseil et annonce à ses amis que le conseil lui a donné la permission de leur révéler les secrets du village. Il leur demande de garder le secret et commence à leur expliquer qu'il y a deux choses spéciales à propos de leur village. La première est leur bête gardienne qui vit dans la forêt orientale, et Rio est tout excité rien qu'en entendant cela. Il commence à penser que la bête gardienne va probablement être possédée par un dieu maléfique et les attaquer, car c'est ce qu'il a vu dans les animes, et qu'il devra alors la combattre. Nils le tire de ses pensées délirantes et lui dit que la deuxième chose spéciale à propos de leur village est le sanctuaire. Il ajoute que le chef du village leur montrera personnellement le sanctuaire le lendemain et qu'ils devraient se reposer en vue de la bataille à venir. Le lendemain, Bulan emmène Rio et son groupe dans la zone où se trouvent les gobelins. Eto et Amen trouvent des empreintes de gobelins et pensent qu'il doit y avoir un nid à proximité. À ce moment-là, Rio sent que des gobelins s'approchent d'eux, et Nils suggère de tous les tuer sauf un, car ce gobelin se précipitera chez lui et ils pourront alors anéantir toute la colonie de gobelins. Bientôt, les gobelins arrivent à leur emplacement, et Rio utilise sa magie de glace pour les piéger. Les autres garçons se jettent sur les gobelins sans défense et les éliminent, n'en épargnant qu'un seul afin qu'il puisse retourner auprès de sa famille. Les garçons le suivent et le trouvent en train de parler à d'autres gobelins à l'extérieur d'une grotte. Rio décide qu'ils doivent d'abord éliminer les gobelins à l'extérieur, et il les piège immédiatement dans la glace, donnant à ses amis la possibilité de leur porter le coup de grâce. Cependant, dès qu'ils en ont fini avec la foule, le grand chef des gobelins apparaît. Nils et les autres sont terrifiés lorsqu'ils découvrent que leur prochain adversaire est un général gobelin, mais Rio le cloue au sol avec ses chaînes de glace, puis demande à Nils de l'achever. Grâce à cela, ils parviennent à tuer facilement le général gobelin et à extraire sa pierre magique avant de retourner au village. Au village, la vieille femme les attend et elle est heureuse d'apprendre que les garçons se sont déjà occupés des gobelins. Elle leur demande de la suivre jusqu'au sanctuaire, et Eto remarque un étrange bijou attaché à son bâton. Pendant ce temps, Rio est occupé à imaginer un scénario dans lequel la bête gardienne serait possédée par un esprit maléfique et où il devrait la combattre, mais Nils lui dit d'arrêter de penser à toutes ces horreurs. Alors qu'il se dirige vers la forêt, Eto s'approche de la vieille femme et lui pose des questions sur le pendentif accroché à son bâton. Il reconnaît qu'il s'agit de l'emblème de la déesse mère de la terre, et la vieille femme est impressionnée par ses connaissances. Rio est curieux d'en savoir plus, et Eto lui explique qu'il était une fois cette dieu qui était vénérée dans ce pays, mais que désormais, toutes les églises ne vénèrent plus que la déesse de la lumière. La vieille femme dit que même si les autres dieux ont été oubliés par la plupart des gens, leur village vénère la déesse de la terre depuis des générations. Elle explique ensuite qu'elle peut également utiliser la magie de guérison, mais contrairement aux prêtres qui ont besoin d'incantations et de sorts, les disciples de la déesse de la terre peuvent lancer des sorts même sans cela. Ils atteignent bientôt la grotte de la bête gardienne, et l'aînée l'appelle. Elle lui dit qu'elle a amené Nils et les aventuriers qui veulent obtenir la permission d'accepter la mission, et Rio est impatient de voir quel genre de bête va sortir. Un énorme loup parlant sort de la grotte, et Rio est légèrement déçu car il n'a pas l'air corrompu et il ne pourra pas le combattre. Le loup regarde les garçons et s'arrête lorsque son regard se pose sur Rio. Il se présente sous le nom de Kuzan avant de demander à Rio son nom, ce qui choque Granny et Bulan, car la bête gardienne ne donne son nom à personne.
Kuzan explique que son nom est assez difficile à prononcer pour les humains, donc il ne prend pas la peine de le leur dire, mais il ne peut pas faire de même avec Ryo. Il explique qu'il est apparenté au fait et que la présence de Ryo lui est très agréable. Cela trouble Ryo, mais lui fait également comprendre que le roi des fées l'appréciait beaucoup, et qu'il doit donc avoir quelque chose de spécial qui attire les fées. Quoi qu'il en soit, il remercie le loup pour ses paroles aimables, et celui-ci rit en disant à la vieille femme qu'elle a amené un invité vraiment formidable. Sur ce, il passe à la quête et dit qu'il y a 30 squelettes piégés dans le sanctuaire avec leur chef, et qu'il les a retenus tout ce temps. Il dit que le chef est vraiment puissant et qu'ils doivent s'occuper de tous les spires avant de l'atteindre. Tout le monde est d'accord avec le plan, et Eto utilise sa magie de lumière pour venir rapidement à bout des squelettes. Une fois les squelettes normaux vaincus, Amen et Nils ouvrent la porte du sanctuaire pour révéler le squelette géant qui y est enfermé. Ryo transforme immédiatement leurs épées en marteaux de glace et leur dit de les utiliser pour endommager le boss pendant qu'il le retient. Cependant, avant que le combat ne commence, il crée une fleur de glace dans le ciel pour signaler à Kuzan de lever le sceau sur la porte. Lorsque le loup lève le sceau, le squelette boss se précipite hors du sanctuaire. Ryo utilise immédiatement son pouvoir pour créer une couche de glace sur le sol, le faisant glisser, puis Amen et Nils commencent à détruire son monde avec leurs marteaux. Le squelette boss continue de glisser chaque fois qu'il essaie de se relever, et il faut beaucoup de temps à Amen et Nils pour le vaincre. Une fois qu'ils ont terminé, tout le monde décide d'aller voir l'intérieur du sanctuaire, car même l'ancienne n'y est jamais entrée. Ils trouvent une statue de la déesse de la terre au fond de la grotte, tenant une sphère brisée dans sa main. La vieille femme se souvient que son prédécesseur parlait de la statue de la déesse tenant un joyau brillant qui, un jour, était soudainement devenu noir avant de se briser. Elle se souvient également que la bête gardienne avait mentionné que la grotte recevait une mana unique provenant d'un autre endroit et pense qu'il se passe quelque chose de vraiment étrange ici, qui a créé les monstres. Elle décide de sceller le sanctuaire avec sa magie pour s'assurer que l'étrange mana ne l'atteigne pas et qu'aucun autre monstre ne soit créé. Leur mission accomplie, les garçons retournent à la ville de Long. En chemin, ils discutent du fait que cela fait presque 300 jours qu'ils sont devenus aventuriers, ce qui signifie qu'ils vont bientôt être expulsés des dortoirs. Nils et Eto ont déjà prévu ce jour et demandent à Amen et Ryo de se joindre à eux une fois qu'ils auront loué une maison pour y vivre. Amen accepte immédiatement, mais Ryo leur dit qu'il a besoin d'un peu de temps pour réfléchir à sa réponse, car il a d'autres facteurs à prendre en compte. Peu après, il retourne en ville, et il est temps pour Ryo d'assumer son travail obligatoire d'escorte. Par coïncidence, tous ses colocataires escortent également le même marchand jusqu'à la ville de Whitnash. Ryo est heureux de voyager avec eux, et il apprend par Nils qu'ils ont formé un groupe appelé « Chambre numéro 10 », parce que son esprit peu imaginatif n'a rien trouvé de mieux. Eto et Amen ont déjà accepté ce nom ridicule comme leur destin, et Ryo ne s'y intéresse pas vraiment non plus. Il commence à discuter avec ses amis de la longue durée de leur séjour à Whitnash, et ils lui apprennent que leur client va en fait participer au festival du port ouvert qui se tient à Whitnash tous les 5 ans. Ryo est très enthousiaste à l'idée de ce festival, et ses amis lui disent qu'il y aura beaucoup de choses à découvrir là-bas. Peu après, leur groupe arrive à Whitnash, et leur client les conduit à l'auberge où ils vont tous séjourner. Il dit à tous les gardes qu'ils sont libres de profiter du festival pendant les 10 prochains jours et qu'ils retourneront à Long après cela. Dès que le briefing est terminé, Ryo et Nils se précipitent vers les stands de nourriture, et les deux autres garçons les suivent à contre-cœur. Ils dégustent la délicieuse cuisine de rue de Whitnash, qui semble pour la plupart inspirée de la cuisine terrestre. Le lendemain, une longue file d'attente se forme devant les portes de Whitnash, mais comme un invité important a des problèmes avec ses papiers, tout le monde doit attendre son tour. Parmi les invités qui attendent se trouve Oscar, le plus grand sorcier de l'Empire Début. Il est déjà un peu agacé par le retard, mais son assistant lui demande s'il connaît la raison pour laquelle l'empereur les a envoyés ici. Oscar n'en est pas sûr, mais il a une théorie selon laquelle l'empereur l'a envoyé avec sa plus jeune fille, la princesse Fiona, afin de pouvoir s'occuper de certaines affaires délicates sans qu'elle le sache. L'assistant comprend le raisonnement d'Oscar, car l'empereur est un parent très protecteur envers Fiona. Elle est un génie en matière de magie et est déjà commandante des mages de la cour, et l'empereur ne veut pas lui montrer son côté sombre et impitoyable. Oscar pense que l'empereur veut probablement éliminer certains nobles qui tentent de se rebeller contre lui, mais il n'a aucune preuve pour étayer cette théorie. Cependant, il dit que cela n'a pas d'importance, car son devoir est simplement de protéger Fiona du danger. Plus tard dans la soirée, une fête est organisée pour les nobles en visite à Whitnash, et Fiona y assiste avec son frère aîné, Conrad. Alors que Conrad discute avec les invités et s'occupe de la diplomatie, il remarque que sa sœur est fatiguée et lui dit d'aller se reposer. Fiona saisit volontiers l'occasion d'aller dans sa chambre et de s'affaler sur son lit, car elle préfère s'entraîner avec ses troupes plutôt que d'assister à une fête comme celle-ci. Le lendemain, le festival commence par une grande procession, et Ryo aperçoit Abel assis, mal à l'aise, parmi les invités spéciaux. Ses amis le remarquent également, puis Nils commence à fixer Fiona du regard.
Eto lui dit qu'elle est une princesse bien trop bien pour lui et qu'il ferait mieux de s'en tenir à la réceptionniste de la guilde pour l'instant. À ce moment-là, Lynn et d'autres membres du groupe d'Abel arrivent, et Ryo leur demande « Que fait Abel parmi les VIP ?» Lia lui répond qu'Abel est là en tant que représentant du maître de leur guilde, qui doit arriver le lendemain. À ce moment-là, Lynn remarque une épaisse barrière magique de vent qui protège les invités spéciaux, et Eto est intrigué car il pensait qu'il s'agissait d'une barrière magique normale. Lynn lui dit qu'elle a entendu des histoires sur un trésor transmis par la famille du seigneur de Whitnash qui peut créer une barrière de vent, et elle croit que ces histoires sont vraies. Ryo est très excité d'entendre parler d'un trésor qui peut lancer des sorts, mais Lynn lui dit qu'il est très inefficace, donc il ne l'utilise que pour des occasions spéciales comme celle-ci. Lia est d'accord, affirmant que protéger les nobles et les membres de la famille royale de différents royaumes en vaut la peine, et Ryo espère que rien de grave ne se produira pendant le festival. Sur ce, Lynn tourne son attention vers Fiona, disant que si le commandant des forces magiques de Debut est là, son lieutenant doit également être présent. Ryo est curieux d'en savoir plus sur cet homme, et les filles commencent à lui raconter les légendes qui entourent le célèbre magicien Inferno. On dit qu'il a brûlé 1000 soldats d'un seul sort et qu'il a tué un wyvern d'un seul coup, entre autres exploits. Lia dit qu'ils ne savent pas dans quelle mesure ces rumeurs sont vraies, mais qu'elle ne veut rien avoir à faire avec un homme aussi dangereux. Sur ce, le groupe d'Abel part, et Nils dit à Ryo qu'ils devraient eux aussi explorer le festival. Ryo est d'accord, mais alors qu'il se retourne, Oscar passe juste à côté de lui. Ils s'écartent immédiatement l'un de l'autre pour éviter une collision et s'excusent poliment. Ryo part avec ses amis, mais Oscar continue de le fixer du regard pendant un moment. Après cela, Oscar s'occupe d'acheter des collations pour la princesse, car c'est la mission qu'elle lui a confiée, il a déjà du mal à tout transporter à travers la foule, et en plus de cela, son assistant lui donne des ordres, s'assurant qu'il n'oublie rien de la liste. D'autre part, Abel et le prince Conrad se rencontrent par hasard, et Conrad remarque qu'Abel ressemble à quelqu'un qu'il connaissait autrefois. Abel lui répond qu'il doit se tromper, puis commence à lui raconter qu'il était assis à côté de Fiona tout à l'heure. Cependant, il s'intéresse davantage à Oscar qu'à la princesse, mais Conrad prétexte avoir aperçu un ami dans la foule et le quitte brusquement. Pendant ce temps, la princesse Fiona retourne dans sa chambre et se laisse tomber sur le lit. Peu après, Oscar et son assistant reviennent avec les collations, et il est vraiment épuisé car il n'aime pas la foule. Son assistant mentionne qu'il a failli heurter un homme un peu plus tôt, et Oscar répond qu'il a réagi très vite, donc il ne se serait pas percuté même s'il n'avait pas bougé. Fiona demande de qui il parle, et Oscar lui parle de Ryo, disant qu'il était habillé comme un magicien mais qu'il pouvait se déplacer comme un épéiste. Quoi qu'il en soit, il sert de micro-ondes ambulant à Fiona et réchauffe les collations pour elle. Elle en est très contente et le remercie, l'appelant son professeur, mais Oscar n'est pas vraiment à l'aise avec cela. Le lendemain, Ryo et ses amis participent à un concours de tir à l'arc, et Amen et Eto s'inscrivent comme participants. Ils essaient de toucher des cibles flottant au-dessus de la mer, mais ne parviennent à rien toucher, et Ryo demande à Nils s'il ne va pas essayer. Nils lui répond fièrement qu'il n'a jamais touché un arc de sa vie. À ce moment-là, Abel arrive et se met à rire, car il était comme Nils à l'époque. Ryo profite de cette occasion pour pousser Abel à participer à la compétition, et bien qu'il ne soit pas d'humeur à le faire, Abel parvient à atteindre le centre de la cible la plus éloignée. Tout le monde éclate en applaudissements dès qu'il atteint la cible, mais Abel ne peut pas savourer sa gloire très longtemps, car les membres de son groupe arrivent. Lia lui sourit froidement et lui demande pourquoi il n'est pas venu les rejoindre dès qu'il s'est libéré. Alors qu'il tente de se sortir de cette situation délicate, Lynn s'approche de Ryo et de ses amis. Elle leur explique qu'Abel avait promis de passer la journée avec Lia, mais comme il n'est pas venu la voir dès le matin, elle est furieuse et il a maintenant des ennuis. Sur ce, Lia l'entraîne avec elle, et Nils se met à faire le fan d'Abel tandis qu'Eto se met à chanter pour Lia. Au même moment, allons, Sarah cherche Ryo partout. Ne le trouvant pas, elle se rend à la guilde et demande à la réceptionniste où il se trouve. La réceptionniste, Nina, lui dit que Ryo est actuellement hors de la ville pour une quête et qu'il ne reviendra pas avant plusieurs semaines. Sarah est consternée d'apprendre cela, car elle voulait vraiment partager de nouvelles informations avec Ryo, mais elle doit maintenant attendre son retour. Le lendemain, Ryo et Eto assistent à une course de bateau à laquelle participent Nils et Amen. Cependant, les choses tournent mal lorsque Dan, le tyran, se présente également à la course et que Nils se bat immédiatement avec lui. Selon les règles, les joueurs sont autorisés à s'attaquer les uns les autres pendant la seconde moitié de la course, et Dan et Nils profitent pleinement de cette règle. Ils commencent à s'attaquer avec leur rame tandis que leurs partenaires font de leur mieux pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Cependant, les deux costauds cassent leur rame pendant la bagarre et s'emparent de celle de leur partenaire juste avant la ligne d'arrivée. Leur bateau s'arrête pendant que les deux idiots se battent, et bientôt tous les bateaux qui étaient loin derrière eux les dépassent et terminent la course. Pendant ce temps, Nils et Dan continuent de se battre même après avoir perdu leurs armes et finissent par renverser leur bateau et tomber à l'eau. Sur une note positive, ils divertissent le plus le public et reçoivent une récompense pour cela, mais ils se disputent également à ce sujet.
Le lendemain, Ryo et ses amis vont voir un bateau futuriste qui peut fonctionner sans voile ni rame, et Hugh est là pour leur expliquer que ce bateau très coûteux fonctionne grâce à l'alchimie et à des pierres magiques qui le propulsent à l'aide de la magie du vent et de l'eau. Ensuite, ils se rendent dans un magasin d'armes, et Eto commence à regarder des arbalètes, car il veut renforcer la puissance de combat de leur groupe. Peu après, le propriétaire du magasin arrivé, après avoir appris qu'Eto souhaite fournir un tir de couverture à son équipe à moyenne distance, il lui montre l'arbalète semi-automatique qui peut tirer des flèches rapidement. Eto achète volontiers l'arbalète, car elle correspond parfaitement à ses besoins, puis tout le monde retourne profiter du festival. Plus tard dans la nuit, Abel assiste à une fête pour les invités spéciaux, car Hugh est rentré chez lui une fois de plus. Il rencontre Conrad et Fiona, et une fois qu'ils sont partis, son épée commence à lui manquer, même s'il se rend compte qu'avec la barrière de vent en place, il n'en a pas besoin, mais il ne se rend pas compte qu'il vient de porter malheur à lui-même ainsi qu'aux autres invités. Soudain, un autre invité l'appelle à l'écart pour une conversation privée, et au même moment, le trésor qui projette la barrière de vent commence à mal fonctionner. Les magiciens qui le contrôlent paniquent lorsque la barrière est dissipée, mais ils n'ont pas le temps de s'inquiéter longtemps, car des assassins les attaquent et mettent rapidement fin à leur jour. Pendant ce temps, Fiona sent également que quelque chose ne va pas, mais au moment où elle se retourne, les assassins frappent le jardin avec une attaque puissante. Au même moment, Abel s'entretient en privé avec le seigneur de Whitnash dans une pièce fermée. Il dispose également d'un artefact insonorisant pour empêcher quiconque d'entendre leur conversation, et Abel se demande ce qui est si important pour que l'hôte de la fête prenne de telles mesures de sécurité. Il dit que Hugh aurait dû s'occuper de toutes les questions commerciales avant de partir, et le seigneur acquiesce. Il dit qu'il voulait parler personnellement avec Abel du cours d'initiation pour les aventuriers débutants qu'ils ont à Long. Il a entendu beaucoup de bonnes choses à propos de ce programme et il souhaite le mettre en place à la guilde de Whitnash également. Abel aime l'idée et dit que le cours a réduit le taux de mortalité des aventuriers débutants. Le seigneur répond qu'il a déjà discuté avec Hugh de l'emprunt de matériel et de la nomination d'instructeurs. Cependant, il a maintenant une proposition supplémentaire, il souhaite que les instructeurs qu'il sélectionne suivent également le cours afin d'apprendre à enseigner correctement aux débutants. Alors qu'ils discutent des détails de leur accord, aucun d'eux ne se rend compte que l'artefact d'insonorisation bloque également les sons provenant de l'extérieur de la pièce. De l'autre côté, Oscar se trouve au marché avec ses subordonnés, qui lui demandent s'il ne va rien manger. Il répond qu'il attendra le retour de Fiona avant de manger, car il est plus facile de se déplacer l'estomac vide en cas d'urgence. Ses subordonnés lui disent que le manoir du seigneur est protégé par une barrière anti-vent, qu'il n'y a donc aucun risque que quelque chose de grave s'y produise, et Oscar répond qu'il espère qu'il en sera ainsi. Ses subordonnés lui font remarquer qu'il est très protecteur envers la princesse, et il se met soudain à penser à son passé. Oscar est né dans un petit village paisible près des montagnes. Il est héros naturel depuis son enfance et, dès son plus jeune âge, il avait beaucoup de talent pour utiliser la magie du feu. Il aidait le forgeron du village en contrôlant la température des flammes dans sa forge et voulait apprendre à fabriquer des armes comme lui. À la maison, il aidait sa mère en allumant le feu de bois, et il était vraiment heureux que ses capacités puissent aider les autres. Un jour, le forgeron lui a offert sa première épée, disant à son père qu'Oscar était assez grand pour aider les villageois à chasser. Oscar était très excité à cette idée, et son père l'a emmené chasser avec son groupe, mais au lieu de le laisser utiliser une épée, il lui a dit d'utiliser un arc. Oscar a réussi à atteindre la cible une fois avant que son père ne termine, et ce soir-là, ils ont organisé un festin. Cependant, alors que tout le monde s'amusait, le père d'Oscar apprit par son ami que des bandits surveillaient leur village et qu'ils pouvaient les attaquer à tout moment. Les deux hommes discutèrent du fait qu'ils étaient largement surpassés en nombre par les bandits et qu'ils n'avaient même pas le temps d'évacuer le village. Ils décidèrent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se battre et de protéger leur village. Rapidement, les hommes se rassemblèrent près du mur du village, attendant avec impatience l'arrivée des bandits. Dès que les bandits atteignirent les remparts, ils commencèrent à tirer sur eux et réussirent à en abattre quelques-uns. Cependant, le chef des bandits comprit leur stratégie et ordonna immédiatement à ses hommes de s'approcher et de détruire les remparts. Oscar voulait aider les hommes du village à se battre, mais son père lui dit de rentrer à la maison et de s'occuper de sa mère pendant qu'il restait pour arrêter les bandits. Le combat entre les bandits et les villageois se poursuivit, mais le chef des bandits était beaucoup plus fort que les villageois ne l'avaient prévu. Il sauta par-dessus le mur, coupa le bras d'un archer, puis déverrouilla la porte, laissant ses hommes entrer dans le village. Alors qu'une bataille acharnée éclatait entre les deux camps, Oscar se cacha dans sa maison avec sa mère et d'autres femmes du village. Cependant, le seul garde posté à l'extérieur de la maison n'était pas assez fort pour empêcher le chef des bandits de s'introduire à l'intérieur. La mère d'Oscar tenta de l'attaquer, mais elle ne faisait pas le poids face à ce bandit aguerri, qui la taillada sans aucune difficulté. Oscar fut dévasté en voyant cela et, dans sa rage, il lança une boule de feu sur le chef des bandits, qui la dévia facilement. Oscar se précipita alors pour le poignarder, mais il ne put rien faire et le bandit lui prit son épée. Heureusement,
Son père arriva juste à ce moment-là et empêcha le bandit d'attaquer qui que ce soit. Cependant, dès qu'il vit le cadavre de sa femme, son cerveau cessa de fonctionner et il attaqua le chef des bandits dans un accès de rage aveugle. Le bandit esquiva tous ses coups et le provoqua en lui demandant de sortir pour se battre. Le père d'Oscar s'est précipité à sa poursuite sans réfléchir, ce qui s'est avéré être une erreur fatale. Il a été touché par des flèches avant même d'avoir franchi la porte, puis le chef des bandits l'a poignardé en plein cœur. Oscar a été traumatisé par cet événement, mais avant que le chef des bandits ne puisse l'attaquer, un autre bandit est arrivé et lui a dit qu'il devait battre en retraite car une meute de loups se dirigeait vers le village après avoir senti l'odeur du sang frais. Le chef des bandits se retira à contre-cœur, et peu après, le forgeron vint voir comment allait Oscar. Il fut horrifié en voyant la scène macabre qui s'offrait à lui, mais il se calma pour protéger Oscar, qui avait perdu toute envie de vivre après avoir vu ses parents mourir. Le forgeron lui dit de continuer à vivre et de devenir fort, car c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire à présent. À ce moment-là, les loups encerclèrent leur maison, et le forgeron décida de risquer sa vie pour sauver Oscar. Il lui dit de courir vers la rivière, car les loups n'aiment pas l'eau, tandis qu'il restait derrière pour les retenir. Oscar courut aussi vite qu'il le pouvait, suivi par 2 loups, et juste au moment où il atteignait la rivière, les loups le rattrapèrent. Heureusement, il glissa et esquiva leur attaque avant de tomber dans la rivière et d'être emporté loin par le courant. À son réveil, il se retrouva dans la maison d'un homme riche qu'il avait trouvé au bord de la rivière. Le vieil homme bienveillant le laissa pleurer la perte de ses parents et le réconforta en lui disant à quel point ses cheveux roux étaient rares. Il lui expliqua que les cheveux roux étaient considérés comme une bénédiction du dieu du feu et réconforta Oscar en lui disant que de grandes choses l'attendaient dans l'avenir. Oscar dit alors au vieil homme qu'il n'avait nulle part où aller et lui demanda de rester avec lui. L'homme accepta rapidement, lui disant qu'il devrait faire des études s'il voulait rester avec eux, ce qu'Oscar était tout à fait disposé à faire. Il demanda également au vieil homme de lui apprendre à manier l'épée, car il voulait devenir plus fort. Mais quelques années plus tard, sa seconde chance dans la vie s'est également terminée en tragédie. En rentrant chez lui un soir, Oscar a trouvé le manoir en feu et, à l'intérieur, un bandit avait tué toute la famille du vieil homme. Furieux, Oscar a attaqué le bandit, lui entaillant le visage, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire. Le bandit l'a attrapé par la tête et l'a poignardé. Alors qu'Oscar tombait au sol, il réussit à bien voir le visage du bandit et réalisa que c'était le même salaud qui avait tué ses parents. À ce moment-là, le bandit quitta le manoir avec sa bande, et Oscar réussit à apprendre leur nom avant de perdre connaissance. Peu après, ses cheveux devinrent blancs, et il partit seul, gravement blessé mais déterminé à se venger de l'homme qui lui avait tout pris. De retour au présent, le manoir du seigneur est soudainement bombardé de boules de feu, provoquant des explosions destructrices. Tout le monde s'enfuit, et Fiona remarque que son frère Conrad est blessé. Elle se précipite à ses côtés et crée une barrière magique avant de soigner ses blessures, mais il lui dit qu'il va bien. Il lui demande d'économiser son mana car elle pourrait en avoir besoin plus tard, et Fiona décide de l'emmener dans un endroit plus sûr avant de décider de la marche à suivre. Pendant ce temps, les bandits commencent à attaquer les invités, et personne ne peut s'échapper du manoir. Conrad se rend compte que les bandits ont verrouillé le manoir, et il demande à Fiona si elle peut appeler ses chevaliers à la rescousse. Fiona répond qu'elle peut leur envoyer un signal, mais que cela révélera leur position aux assaillants. Conrad lui dit que c'est un risque qu'ils doivent prendre, et Fiona lance immédiatement un sort de balise dans le ciel. Dès qu'Oscar et les autres voient la balise, ils se précipitent vers le manoir. Pendant ce temps, au manoir, les assaillants repèrent Conrad et Fiona et appellent immédiatement des renforts. Conrad comprend qu'ils sont les véritables cibles des assaillants et dit à Fiona qu'ils doivent tuer tous les assaillants, car c'est leur seule chance de survivre. Les assaillants se précipitent sur eux et Conrad utilise la magie de la terre pour en éliminer quelques-uns. Fiona traque les autres avec sa magie du feu, mais à ce moment-là, Conrad entend quelqu'un réciter un puissant sort. Il dit à Fiona d'utiliser le sort défensif ultime, et elle parvient à l'activer juste à temps, alors que le magicien ennemi utilise, pluie de balles, l'un des sorts offensifs les plus puissants. Sa barrière parvient à les protéger tous les deux, mais Fiona est désormais épuisée. Cependant, l'ennemi a encore du mana et commence à lancer un autre sort de haut niveau qui combine la magie de la terre et du feu. Conrad peut entendre clairement le sort, mais il ne comprend pas ce qu'il fait, cependant, en y prêtant attention, Fiona comprend de quel type de sort il s'agit. Elle remarque que le sol sous les pieds de Conrad chauffe et vacille, et elle le repousse juste au moment où l'ennemi lance le sort volcanique, la propulsant dans les airs avec une puissante explosion. À ce moment-là, Oscar et son équipe arrivent dans le jardin. En voyant Fiona projetée en l'air, tous ses traumatismes passés lui reviennent en mémoire. Fiona le remarque également et lui demande de prendre soin de son frère. Oscar perd son sang-froid et ordonne à ses subordonnés de protéger Conrad pendant qu'il se précipite pour sauver la princesse. Au même moment, Nice et les autres attendent Rio sur la plage pour commencer leur fête. Quand il voit la colonne de feu jaillir au-dessus du manoir, il la regarde de près, et Nice aperçoit une personne tombant du ciel. Il se précipite immédiatement et parvient à rattraper Fiona à temps. Amen le rejoint également,
et alors que tous deux reconnaissent la princesse, Eto leur dit qu'ils sont en danger. Deux des assaillants ont réussi à arriver jusqu'ici et se précipitent vers Fiona pour achever leur tâche. Amen se précipite vers eux pour les retenir, et Eto bloque leurs attaques avec sa barrière avant de sortir son semi-automatique et d'abattre l'un des assaillants. Amen élimine facilement le deuxième assaillant pendant qu'il est distrait, puis les deux garçons rejoignent Nils. Ils se rendent compte que quelque chose de grave et de terrible se passe au manoir si des gens s'en prennent à la princesse, et décident de trouver un endroit sûr pour la cacher. À ce moment-là, Oscar arrive également et, voyant Fiona avec des types étranges, il suppose qu'il s'agit des agresseurs. Amen et les autres ont le même malentendu et se préparent à protéger la princesse contre Oscar. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.